C'était le plus grand sage ayant vaincu le roi démon. Mais à cause de son pouvoir, il fut trahi et exécuté. Des années plus tard, il revient non pas en tant qu'homme, mais en tant que roi des morts vivants. Avec son armée, il déclenche une nouvelle guerre pour restaurer l'ordre dans le monde. Sera-t-il capable d'instaurer la paix sur un océan d'ossements? Découvrons-le. Cette histoire a commencé au plus profond de la vallée des morts. Dwight Garval, le sage d'autrefois, était assis à côté d'une sphère magique. Il la caressait pensivement en se remémorant Claire Barton, l'héroïne du passé. Il se demandait quand il parviendrait à bâtir le monde dont elle rêvait. La reverrait-il un jour? Le protagoniste se souvint à nouveau de ce qui leur était arrivé. Il se trouvait au bord d'une falaise qui surplombait la vallée des morts. Et lui, malgré tout, était à ses côtés, pensant qu'il avait près de lui la personne la plus importante de sa vie. Ensemble, 10 ans plus tôt, ils avaient vaincu le roi démon apportant la paix au monde. Ils étaient les seuls capables de tenir tête à ce monstre. Mais à cause de leur pouvoir, ils furent accusés d'être ceux qui pourraient devenir la prochaine lignée de démons. Claire était une héroïne et la seule personne qu'il chérissait. C'était sa compagne d'armes avec qui il avait accompli d'innombrables missions côte à côte et maintenant ils se retrouvaient enchaînés et conduits sur la place pour leur exécution. Une foule, les mêmes personnes qu'ils avaient sauvées du mal, rugissaient autour d'eux. Ces gens agitaient les mains et proféraient toutes sortes de malédictions et d'insultes. Quelqu'un cria qu'ils méritaient leur sort. D'autres les maudissaient. Ils leur criaient qu'ils étaient une honte pour le royaume, qu'ils n'étaient que des traîtres. Alors le héros du roi apparut sur la place avec un parchemin. Il monta sur un piédestal, déroula l'édit et proclama leurs noms. Il poursuivit disant que c'étaient les noms de ceux qui avaient vaincu le roi démon qui voulait plonger le monde dans les ténèbres. Tous deux étaient des gens nobles et personnifiaient la sagesse de toute l'humanité. Mais les âmes des anciens héros s'étaient corrompues. Tous deux désiraient devenir les prochains seigneurs démons prévoyant de plonger leur monde dans le chaos. Et c'est pourquoi il avait été décidé de les jeter dans la vallée des morts. Dwight hurla que ce n'était pas vrai. Ils n'avaient jamais eu l'intention de devenir des démons. Quelqu'un avait conspiré contre eux. C'était eux qui avaient vaincu. Le roi démon, c'était eux qui avaient sauvé le monde. En réponse, la foule se mit à lui crier, de se taire, que c'était lui le méchant. Les gens croyaient aux accusations. Le protagoniste furieux tenta de briser ses chaînes. Mais les entraves l'en empêchèrent, et il tomba dans le désespoir. Il pensa que s'il pouvait seulement se libérer de ces entraves qui l'empêchaient d'utiliser sa magie. C'est alors que le roi lui-même éleva la voix. Il leur dit qu'il était des sbires du roi démon et qu'il avait commis une erreur en leur accordant l'honneur d'être appelés des héros. Il ajouta que seule la fin de leur vie paierait pour leurs péchés. Le protagoniste serra les dents face à une telle injustice et proposa à Claire de s'enfuir ensemble, mais elle gardait un visage impassible, fière, sereine. La jeune femme refusa. Elle lui dit que ce qu'il désirait, c'était la paix dans le monde. Si pour l'obtenir, il fallait la sacrifier, elle l'accepterait volontiers. Si lui désirait vivre, il pouvait s'enfuir seul. Ils auraient une peur de poser le petit doigt sur lui, car c'était lui qui avait réussi à vaincre le roi. Démon. Même s'il s'échappait, ils n'oseraient pas le poursuivre. Dwight, honteux, lui dit que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Il voulait seulement rester à ses côtés dans le monde qu'il partageait. La jeune femme le regarda avec tristesse et lui dit qu'elle était désolée de l'avoir entraîné dans tout ça. Elle le remercia d'être resté avec elle. Lui, incapable de se contenir, lui lança que c'était à lui de s'excuser. À cet instant précis, le roi ordonna leur exécution et les lances des gardes les transpercèrent tous les deux sans pitié. Le sang jaillit de leur corps comme une rivière. Ils s'effondrèrent au sol et la foule enragée commença à leur jeter des pierres. Notre protagoniste, dans un dernier souffle, se demanda « Est-ce que cela que je voulais? Est-ce cela dont je rêvais? » Ils furent jetés dans la vallée des morts. En une fraction de seconde, le protagoniste vit la véritable essence de ce monde. 10 longues années s'étaient écoulées. Dwight ne le savait pas, alors il se demanda combien de temps avait passé. Le doux visage de Claire refit surface dans ses souvenirs. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure? Il avait perdu le compte du nombre de fois, où il avait hurlé enlaçant son corps en décomposition. Tous ceux qui étaient là étaient morts. Dans cette vallée, il était le seul à l'avoir pris, une étrange forme de mort-vivant. Le protagoniste ressentit une rage monstrueuse. Jamais il ne deviendrait un cadavre silencieux. Il refusait de disparaître de cette manière. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Pourquoi était-il ici? Pourquoi tenait-il le corps décomposé de son premier amour entre ses mains? Tandis qu'il se posait des questions et y répondait lui-même pour ne pas perdre conscience ne serait-ce qu'un instant, il vit enfin la lumière. Était-ce son erreur à elle? Le monde était pourri depuis bien longtemps déjà. Claire avait de bonnes intentions, mais ses méthodes n'étaient pas tout à fait les bonnes. Oui, elle avait raison, mais en même temps, elle avait tort. Céder face à la foule, voilà sa grande erreur.
Il était impossible pour son cœur pacifique de suivre le s'était trompé de chemin. Alors il étreignit ses ossements et lui murmura qu'il exaucerait son dernier vœu. C'était son devoir en tant que fidèle assistant. Mais il apporterait la paix d'une manière bien plus efficace. Il corrigerait toute la pourriture qui rongeait ce monde et anéantirait ceux qui s'étaient égarés. Mais avant tout, il devait s'occuper d'une chose. Dans son état actuel, il ne pouvait rien faire. Il lui fallait du pouvoir. Énormément de pouvoir suffisamment pour que le monde entier le considère comme son ennemi. Il regarda autour de lui et remarqua que le miasme de la vallée des morts était infini. Il était dangereux pour les êtres vivants, mais les morts vivants de haut rang pouvaient l'absorber. Il décida de tenter le coup en se disant « Après tout, je n'ai rien à perdre ». L'absorber fut une véritable torture car en même temps que le miasme, il assimilait la souffrance des gens, leurs innombrables souvenirs et expériences. N'importe qui ne pourrait supporter une telle quantité d'informations. La douleur était atroce. Il se dit que s'il était encore humain, son cerveau aurait grillé sur le champ. La douleur était à ce point insoutenable. Dwight tomba, d'épuisement réalisant qu'il ne pouvait plus bouger le petit doigt. Il souffrait, mais aucun gémissement ne sortait de sa gorge. Lorsque notre héros revint, à lui la douleur passée, il se rendit compte qu'il avait absorbé tout le miasme de la vallée des morts. Le protagoniste sentit un pouvoir magique colossal parcourir son corps. Un pouvoir qui surpassait de loin celui du Seigneur démon qu'il avait vaincu. Il comprit instantanément comment utiliser ses nouveaux pouvoirs. Il transforma les cadavres qui jonchaient la vallée en son armée de squelettes. Il s'approcha de Claire et s'agenouilla devant elle. En la serrant dans ses bras, il pensa qu'il avait utilisé son pouvoir sur toutes les autres. Alors pourquoi était-elle la seule à ne pas revenir à la vie? Le protagoniste fou de rage jura au ciel, se jura à lui-même et à la jeune femme que les premiers à payer seraient ceux qui lui avaient ôté la vie. Ils recevraient tous sans exception leur châtiment. Et si cette terre ne les acceptait pas, alors il se dresserait contre elle. Il créerait un monde sans souffrance. Le protagoniste rassembla toute son armée de squelettes, prit avec lui les restes de sa bien-aimée, Claire soigneusement enveloppée dans un linceul, et ils se mirent en route. À cet instant, un coup de tonnerre effroyable retentit au-dessus du palais royal. Les gardes terrifiés virent les morts vivants. Le protagoniste se posta face à eux et pensa « Cette vallée où nous avons été exécutés sous les cris de haine de la foule sera le commencement d'une nouvelle histoire. » Et ivre de fureur, il déchaîna son attaque. Mais malgré tous leurs efforts, les gardes ne purent lui tenir tête ni à lui, ni à son armée. Pire encore, ceux qui l'abattaient se relevaient, mais ils n'éteignent plus. Humains, c'étaient des zombies. Et comme s'ils obéissaient à un ordre, ils commencèrent à anéantir ceux qui, quelques minutes plus tôt, étaient leurs camarades. La panique s'empara des soldats. Ils voyaient que rien ne pouvait arrêter les squelettes et que leurs compagnons tombés au combat étaient devenus leurs ennemis. Ils tentèrent de demander des renforts, mais ce fut en vain. Le protagoniste fut surpris en contemplant cette scène. Le miasme affectait les morts, les transformant en goules. Les soldats étaient peut-être plus forts et plus expérimentés au combat, mais le nombre de squelettes était écrasant. En un instant, une marée d'os blancs submergea tout le champ de bataille et notre héros réalisa qu'il ne disposait plus seulement des squelettes de la vallée des morts, mais aussi des soldats qui, changés en goules, avaient rejoint son armée. C'était désormais une véritable horde. Il acheva le dernier, garde qui s'était jeté sur lui. Le protagoniste jeta un œil aux alentours et vit qu'il ne restait plus âme qui vive. Il se dit que sa mission ici était terminée. C'était maintenant au tour de la ville et de ses habitants. Qu'il se prépare car il allait tout les rayer de la surface de la terre. À ce moment-là, le capitaine de la garde se présenta devant le roi et l'informa que les gardes postés à la vallée des morts ne répondaient plus et plus alarmant encore que la horde de morts vivants se dirigeait droit sur la capitale. Le roi lui ordonna de rassembler tous les mages sacrés pour empêcher les morts vivants d'approcher du château. Un guetteur informa le capitaine que la horde se dessinait déjà à l'horizon. Ce dernier donna l'ordre de se préparer à l'attaque. Les soldats incrédules murmuraient « Ils sont vraiment là, mais pourquoi sont-ils si nombreux ?» Le protagoniste vit l'agitation parmi les soldats et comprit qu'ils étaient au courant de son arrivée et s'étaient préparés. Il se dit que les mages et les archers postés sur la muraille étaient de la stratégie habituelle contre les morts vivants. Il fallait admettre qu'ils étaient bien préparés. Lui et son bataillon de squelettes et de goules s'approchèrent des murailles du château et une pluie de flèches s'abattit sur eux, mais ce fut inutile. Les squelettes tombaient et se relevaient aussitôt, semant de la terreur parmi les soldats. Notre héros pensa qu'il était louable d'avoir pris de telles mesures, mais il était évident qu'il l'avait sous-estimé lui et son armée. Pour eux, ce n'était rien de plus qu'une horde de morts vivants, c'est pourquoi ils n'avaient déployé que les archers. Il avait anéanti tous les soldats qui les avaient attaqués. Maintenant, il allait leur montrer qui il était vraiment. Dwight poussa un rugissement menaçant pour que tout voie de quoi il était capable. Il créa une puissante sphère de vortex et pulvérisa la muraille avec.
qui protégeait le château du monde extérieur. Le protagoniste lui-même fut surpris d'avoir encore assez de force pour ouvrir une brèche dans la porte. Mais comparé au pouvoir magique qu'il avait de son vivant, il était clairement devenu plus fort. Une telle quantité de pouvoir était tout simplement incroyable. Lorsqu'il pénétra dans la ville avec son escouade, tous, les habitants se mirent à fuir. Ils criaient à l'aide, bousculant les autres, même les enfants essayant de se sauver en se piétinant les uns les autres. Le protagoniste observa la scène et pensa à Claire. Était-ce donc ça qu'elle s'efforçait de protéger avec tant d'acharnement? Ils s'étaient tous tellement réjouis de son exécution, mais jusqu'à présent, ils ignoraient encore toute la vérité. Il se retourna et vit un homme qui essayait de protéger des enfants avec son corps. Il hurla au protagoniste de ne pas s'approcher et le traita de démon. Le protagoniste lui rendit un sourire moqueur. Alors comme ça, il était un démon. Très bien, il allait devenir ce qu'il pensait qu'il était. Il s'approcha des remparts du château et vit des centaines de flèches pointées sur lui depuis les créneaux. Laisse pointer des flèches brillaient, ce qui signifiait qu'elles étaient imprégnées de pouvoirs magiques sacrés. C'était la meilleure arme contre les morts vivantes, mais il n'allait plus jamais permettre qu'on lui fasse du mal. Les archers tirèrent toutes les flèches en même temps, créant un rideau de fumée. Il sentit son corps se faire purifier et ses os se désagréger. C'était douloureux. Quand la fumée se dissipa, les gardes virent qu'il avait disparu. Ils poussèrent des cris de joie, proclamant qu'ils avaient détruit le chef des morts vivants. Ils avaient réussi, mais ils n'eurent pas le temps de célébrer longtemps, car sous leurs propres yeux, il se releva. Il pensa, et bien comme il s'y attendait cela, ne l'avait pas affecté. Toute sa horde de morts vivants, chacun d'entre eux contenait une partie de sa magie. Par conséquent, même si son corps était détruit, il pouvait facilement se transférer dans un autre. En d'autres termes, tant qu'il aurait sa horde de morts vivantes, il ne serait pas capable de l'achever. Le chef de la garde cria à ses subordonnés de ne pas avoir peur de lui et de poursuivre l'attaque. Mais le protagoniste se dit qu'il avait fait assez d'expérience pour aujourd'hui. Il ordonna à sa horde d'attaquer la garde et de les dévorer. À ce moment-là, il ramassa avec précaution le paquet contenant les restes de sa bien-aimée. Le protagoniste observa, avec satisfaction, que le paquet n'avait pas été endommagé. Même sa magie protectrice était devenue plus forte après sa mort. À cet instant, l'armée du roi tenta de relever rapidement le pont-levis pour empêcher les morts-vivants d'entrer dans le château. Le protagoniste les observa et pensa que toutes leurs tentatives étaient futiles. Sa propre existence était différente de celle des autres. Même s'ils essayaient de détruire son corps physique, ils pouvaient toujours renverser le cours de la bataille en sa faveur. Il n'eut aucun mal à se débarrasser de ceux qui lui barraient de la route, et avec sa horde, il s'avança vers le château. Les gardes firent de leur mieux pour tenir les portes, mais leur force était inégale, et la horde maléfique finit par percer leur défense. Pendant que ses sbires s'occupaient de l'armée du roi, il entra dans le château et ne vit personne. Le protagoniste se dit qu'il était déjà venu ici de nombreuses fois, il connaissait donc bien la structure des lieux. Le protagoniste réalisa que le roi se trouvait dans ses appartements au dernier étage. Tiens, même avec l'attaque sur la capitale, il ne s'était pas enfui. Le protagoniste était certain que le roi était convaincu que ses soldats seraient incapables de gérer tout ça. Quel imbécile, et pourtant c'était le roi Dwight, commença à monter les escaliers vers les appartements du monarque. Mais soudain, il découvrit plusieurs couches de barrières magiques sur les murs. Et ce n'est pas tout, il y avait aussi une malédiction qui affecterait quiconque oserait les toucher sans permission. Tiens, quelle ruse. Il s'avère que le roi n'est pas aussi stupide qu'il en avait l'air. Mais cela ne lui servirait à rien contre lui, le mort-vivant. Il détruisit toutes les défenses magiques ainsi que la malédiction d'un seul coup de pied et entra dans les appartements du monarque. Le roi le traita de « maudit mort-vivant » et lui demanda ce qu'il voulait. Le mort-vivant le fixa et prononça son nom. Il lui demanda si ce nom signifiait quelque chose pour lui. Le roi regarda le protagoniste sous le choc n'en croyant pas ses yeux. Il demanda comment c'était possible. Après tout, il était mort. Il l'avait exécuté il y a 10 ans. Le protagoniste lui adressa un sourire macabre. Ainsi, une décennie s'était écoulée. Il fut d'accord avec. Lui, c'était difficile à croire. En fait, même lui était surpris. À ce moment, ses gardes, maintenant transformés en goules, capturèrent le roi. Il hurlait qu'on le relâche. Ne savait-il donc pas qui il était? Le protagoniste lui répondit qu'il était revenu de la vallée des morts pour remettre de l'ordre dans ce monde pourri. Le roi ne le crut pas et hurla, qu'il mentait car d'innombrables personnes avaient été exécutées dans cette vallée et aucune n'était devenue un mort vivant. Dwight s'en fichait complètement. Il tenait le paquet avec les restes de la jeune femme et lui demanda pourquoi il avait fait d'eux des traîtres. Claire ne méritait pas de mourir. Elle avait toujours prié pour ce monde. Elle désirait la paix plus que quiconque. Et c'est pourquoi elle et personne d'autre ne méritait d'être appelée une grande héroïne. Le roi murmura en réponse que c'est précisément pour ça qu'elle était devenue une gêne. Le protagoniste lui demanda ce qu'il venait de dire.
Le monarque continua expliquant à la mort du roi démon, le monde a radicalement changé. Il n'avait plus besoin de héros. Il n'était devenu qu'un obstacle. Des personnes dotées d'un pouvoir aussi immense n'étaient plus utiles au roi. Elles pouvaient même devenir une menace pour le royaume lui-même. Le protagoniste est devenu furieux en entendant cela. Ainsi, le monarque l'a exécuté simplement parce que cela l'arrangeait. Il a confirmé les paroles du héros car il est le roi. Dwight s'est moqué de lui et ce dernier a poursuivi en disant que c'était de leur faute. Ils auraient dû être obéissants et se laisser utiliser. Le protagoniste a pensé que le monarque était fou et qu'il en avait assez entendu. Il a donc ordonné à ses ghouls de se débarrasser de lui. Le roi a résisté de toutes ses forces. Il hurlait dans ses derniers soubresauts qu'il avait eu raison de les exécuter, qu'il l'avait fait pour le bien du royaume. Ce furent ses dernières paroles avant de mourir. Soudain, le héros a vu une arme accrochée au mur. Il s'est approché et a reconnu l'épée de Claire. Il a pensé que c'était un souvenir très précieux et le protagoniste a décidé de la prendre avec lui. Il l'a saisie et a eu l'impression que c'était sa propre épée. Il n'a même pas eu besoin de la brandir pour en être certain. Peut-être que le miasme lui avait transféré tous les souvenirs et les connaissances des morts. En fait, il avait reçu toutes les techniques d'épée de l'héroïne. Mais avait-il le droit de l'utiliser? Le protagoniste s'est souvenu de ces dernières paroles quand elle l'avait remercié d'être toujours à ses côtés. Il a décidé que cette épée serait son cadeau d'adieu. Il est sorti des appartements du roi et a vu que certains habitants de la ville étaient encore en vie. Le héros a pensé à la façon dont la capitale était tombée, puis après 10 longues années, tout était enfin terminé. Il pouvait maintenant passer à la phase suivante. Il a dit à sa horde que cet endroit serait désormais leur base. Le protagoniste a trouvé tout cela très ironique. Qui aurait imaginé que le sage qui avait participé à l'annihilation du roi démon deviendrait un mort-vivant et s'attaquerait aux gens? Personne ne sait ce que la vie nous réserve et c'est ainsi qu'il a créé une nation de morts-vivants. À ce moment-là, un carrosse s'est approché du château. L'homme assis à l'intérieur a vu un nuage de fumée au-dessus de la ville et s'est exclamé avec stupéfaction « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Au même moment, le protagoniste essayait de boire le liquide d'une bouteille, mais il fuyait de partout. Il a compris qu'il ne pouvait plus ni manger ni boire, alors il a jeté la bouteille. Quand le héros est sorti, sur le balcon, il a vu que tous les gens restants se déplaçaient comme des zombies. À cet instant précis, d'épais nuages de miasmes se répandaient dans toute la capitale, la transformant en un environnement hostile pour les êtres vivants. Pas plus tard qu'hier, les rues de la ville débordaient de vie. Mais maintenant, la cité ressemblait à une vallée de la mort. Cela a donné au protagoniste matière à réflexion. Cependant, il ne regrettait absolument pas de l'avoir fait de ses propres mains. Quand le mal apparaît dans le monde, l'humanité s'unit pour y faire face. L'humanité doit se battre pour sa survie. Le mal connu sous le nom de roi démon était précisément une menace de ce calibre. Tout le monde désirait tellement le vaincre qu'ils ont formé une alliance avec d'autres pays. L'équilibre n'a été perturbé par personne d'autre. Ce sont eux-mêmes qui l'ont rompu. L'idée que détruire un mal d'une telle ampleur mènerait finalement à la paix était fausse depuis le début. La seule chose qui attendait le monde, c'était une guerre civile avec des batailles brutales et interminables entre les nations. Dès que le mal incarné par le roi démon a été détruit, ces pays se sont sautés à la gorge les uns les autres. Le mot « paix » a cessé d'exister dans l'esprit des gens, et la véritable paix ne viendra que lorsqu'ils seront gouvernés par un mal immortel. Par conséquent, le protagoniste a décidé qu'il deviendrait un démon et ne permettrait à personne de connaître ses véritables intentions. Il s'est souvenu du nombre d'innocents qu'ils ont exécutés quand il était en vie juste pour plaire au souverain. Le héros a pensé qu'il ne laisserait personne le vaincre non plus, car son désir était d'instiller la peur dans ce monde pour toujours. C'est le mal nécessaire que deviendra le nouveau roi démon. Et s'il a décidé qu'il sera ce genre de souverain, alors il a besoin d'une armée pour légitimer son titre. Il aura aussi besoin de serviteurs, bien qu'il en ait déjà beaucoup, il lui en fallait un avec des pouvoirs magiques. Dwight a décidé que s'il combinait les morts, il obtiendrait un unique et puissant mort-vivant doté d'une volonté propre. C'est l'une des compétences qu'il a acquises dans la vallée de la mort, et il s'est immédiatement mis à créer un tel spécimen. Rassemblant tous les morts, il a créé à partir d'eux le squelette le plus fort. Le squelette a demandé au héros d'un ton intimidant « Est-ce toi qui m'as créé ?» Dwight s'est rendu compte qu'il avait réussi à invoquer un mort-vivant aussi puissant. Comme il le pensait, il possède une quantité phénoménale de pouvoirs magiques. Sans aucun doute, il pourrait rivaliser avec le roi démon qu'ils avaient vaincu autrefois. Le héros a confirmé la supposition du squelette qu'il l'avait bien créé, mais il a réalisé qu'il ne pouvait pas le contrôler complètement. Heureusement pour lui, ce monstre parlait au moins. S'il pouvait communiquer alors, le protagoniste espérait pouvoir parvenir à un accord avec lui. À cet instant, le squelette a poussé un rugissement menaçant et terrifiant et a attaqué le héros avec un éclair. Le protagoniste a pensé que le squelette était entré dans une rage folle et que
Il ne pouvait pas vraiment négocier avec lui. Il a accepté son attaque et un combat s'est engagé entre eux. Finalement, le squelette a admis qu'il était son créateur. Le protagoniste a remarqué que le monstre avait transformé le miasme en une paire d'ailes et qu'il avait aussi acquis la capacité d'attaquer avec des éclairs. Il se débrouillait plutôt bien pour contrôler le miasme. Le protagoniste n'aurait peut-être eu aucune chance contre lui si le démon l'avait attaqué avec le niveau actuel de maîtrise que Dwight possédait. Il l'a laissé se défouler encore un peu, puis il en a eu assez. Il a attaqué le monstre avec un tourbillon mortel. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le sage. Le squelette a apprécié sa magnifique attaque. Bon, il était temps que le protagoniste voie sa véritable puissance. Il l'a attaqué avec ses éclairs magiques. Chaque coup possédait une puissance destructrice incroyable. Sa magie pouvait être considérée comme étant de très haut niveau. Une telle magie peut anéantir une armée de 10 000 hommes en un clin d'œil. Le démon a ri et a demandé au protagoniste ce qu'il pensait de ces éclairs. Était-il impressionné? Il lui a dit que c'était un bon spectacle, mais qu'une telle attaque pouvait être bloquée même avec les techniques les plus basiques. Il a ajouté que la générosité de la vallée des morts était vraiment grande. Quand il était en vie, il se vantait d'avoir un pouvoir magique incroyable. Mais il restait un humain, et un humain a une limite à la puissance qu'il peut atteindre. Mais maintenant, tout était différent. Il était plus fort que jamais, et le monstre devait d'abord apprendre les bonnes manières. Le protagoniste l'a attaqué avec toutes les techniques qu'il connaissait. Le démon a eu du mal à tenir et a tenté de contre-attaquer, mais le protagoniste lui a conseillé de ne même pas essayer. Dwight a tenté de le calmer et lui a dit qu'il ne voulait pas se battre avec lui. Il voulait que le monstre l'écoute. Le squelette ne lui a même pas répondu. Il s'est simplement remis à attaquer le protagoniste. Le protagoniste a sorti son épée de dame claire et lui a demandé la permission d'utiliser les compétences qu'elle lui avait conférées. En brandissant l'épée, il a cru voir une jeune fille et elle l'aidait. Il a attaqué le monstre et l'a transpercé avec son arme. Le démon est tombé, sans force et est resté immobile. Le protagoniste a réalisé qu'il avait absorbé toute sa magie et le miasme que le squelette possédait. Maintenant, il n'avait aucune chance de riposter. Il lui a demandé de l'achever parce qu'il avait perdu. Mais Dwight lui a dit qu'il ne le ferait pas. Sinon, pourquoi l'aurait-il créé, le monstre? A demandé au protagoniste ce qu'il voulait dire. Le protagoniste a exprimé son désir qu'il devienne son subordonné. Il pourrait le soumettre complètement à sa volonté, mais si possible, il préférait lui laisser la liberté de choisir. Était-il prêt à le rejoindre? Le protagoniste comprenait que les morts vivants avaient un grand ego, mais ses compétences au combat étaient simplement impeccables. Il lui serait reconnaissant de l'aider dorénavant, et le monstre a accepté son offre. 3 jours ont passé, et la plupart des ruines et des corps ont été déblayés du domaine du château. Les subordonnés du protagoniste ont fait un travail incroyable. On a frappé à la porte de son bureau, un mort-vivant est entré et a invité son seigneur démon à le suivre dans la salle à manger pour le repas, avant que son repas ne refroidisse. Le protagoniste a ricané et a répondu qu'il ne pouvait ni boire ni manger. N'était-ce pas évident? Le démon embarrassé a dit qu'il avait commis la pire erreur de l'histoire de l'humanité. Il a proposé à son maître de lui choisir au moins une tenue. Le protagoniste a regardé le grand gaillard et a pensé « Comment tout a-t-il pu finir comme ça? » Grom est devenu son plus dévoué serviteur. Sa rébellion s'est évanouie en un instant comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, il essaie de lui plaire par tous les moyens. D'ailleurs, Grom lui a avoué qu'il admirait l'objectif que le protagoniste poursuivait. Il a promis de le servir et a juré solennellement d'être son bras droit en absolument tout. De plus, il a adoré le nom que le protagoniste lui avait donné. Et depuis ce jour, il se présentait à tout le monde comme étant Grom. Le protagoniste l'a informé qu'il sortait chercher des provisions et qu'il devait l'attendre là sans discuter. Grom s'est senti indigné. Il voulait que son maître lui confie cette tâche. Le seigneur démon ne devait pas gaspiller son temps précieux pour de telles broutilles. Il ferait tout ce que son seigneur désirait. Aussitôt, il a bondi vers son maître pour enlever une poussière. Le protagoniste a pensé qu'il était plutôt rapide et vif d'esprit. Il était né du miasme et de la malveillance latente absorbant une partie de l'expérience et des souvenirs des morts. Cela lui a permis de développer une toute nouvelle personnalité. Malgré ses excentricités, le protagoniste le considérait comme son subordonné le plus fiable. Il pouvait affirmer avec une certitude absolue que Grom ne le trahirait jamais, ni ne le poignarderait dans le dos. Maintenant, le protagoniste devait réfléchir au fait que le matin même, il avait proclamé son existence à tout le royaume. Dans le message, il a également écrit que si tous lui juraient allégeance, il ne s'attaquerait pas à leurs terres. Ils avaient intérêt à lui obéir car il n'avait pas l'intention de provoquer un carnage. Il se demandait quelle serait la réaction du royaume face à l'arrivée d'un nouveau seigneur démon et aussi comment réagiraient les pays voisins. Il était convaincu qu'ils enverraient des troupes pour le soumettre et il était fort probable qu'ils étaient déjà en train de recruter des sorciers de tout le pays.
Il savait qu'il avait besoin préparer une suite digne d'un seigneur et pour cela il lui fallait des alliés de caractère comme Grom. De toute façon, ils étaient encore loin de leur objectif et devaient tout donner pour y parvenir. Le protagoniste s'approcha du piédestal sur lequel reposaient les restes de sa bien-aimée Claire. Il pensa avec amertume que même avec son pouvoir actuel, il était incapable de la transformer en mort vivante. Peut-être que son âme refusait de revenir ou que c'étaient ses propres émotions contradictoires qui lui faisaient obstacle. Quoi qu'il en soit, il savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la ramener à la vie. Grom l'appela pour lui annoncer qu'il avait reçu un rapport. Le protagoniste lui demanda si quelqu'un avait déjà bougé ses pions contre lui. Le démon confirma ses soupçons. Le territoire le plus proche avait envoyé son armée pour les attaquer. Elle se dirigeait à toute vitesse vers le port royal. Comme le protagoniste le suspectait, il comptait en récupérer leur précieuse capitale. Le roi était mort et le cœur de l'État était en miettes. Les nobles n'allaient pas rester les bras croisés. Le protagoniste était troublé par le fait que ses adversaires aient réussi à rassembler une armée en seulement 3 jours. Grom lui demanda quels étaient les ordres de son seigneur. Le protagoniste répondit qu'il irait en personne. Il allait leur démontrer que le seigneur des démons était ressuscité. S'il voulait qu'on le considère comme une menace pour le monde entier, il devait faire d'eux un exemple de sa cruauté. Le protagoniste informa son subordonné qu'il lui laissait le commandement. Ce à quoi Grom répondit qu'il protégerait la forteresse de son seigneur au péril de sa vie. Dwight pensa que le mieux pour eux serait de se rendre et de le reconnaître comme leur souverain. C'est avec cette idée en tête qu'il se prépara à partir. Cependant, il fut interrompu par un démon qui lui demanda « un instant ». Après quoi, le protagoniste partit à la rencontre de ses adversaires. Il vit qu'ils étaient une multitude, mais il leur fit face avec une fière détermination. Sa splendide tenue, un cadeau de Grom lorsqu'il l'avait arrêté, momentanément flottait au vent comme un drapeau. Pendant ce temps, son fidèle assistant volait avec un autre rapport et une jeune femme remarqua sa présence. C'était Luciana, l'un des 4 rois célestes. Elle fut étonnée que bien qu'il soit un squelette, il volait avec la grâce d'un oiseau. Curieuse du parchemin que portait le démon, elle le lui arracha. Elle lut ce qui était écrit souriante avec suffisance. Un nouveau seigneur démon. Tiens, elle attendait ça depuis longtemps. Pendant ce temps, le protagoniste continuait d'inspecter l'armée ennemie. Il estima qu'ils étaient près de 20 000 et qu'ils avaient en plus créé une barrière sacrée autour d'eux. On aurait dit qu'ils prenaient très au sérieux la récupération de la capitale royale. Mais comment avait-il réussi à rassembler une si grande armée en seulement 3 jours? Il ne pouvait pas rester. Ne pouvait pas, les bras croisés et les regarder marcher vers leur objectif. Ils n'étaient pas assez aimables pour permettre une telle chose. Le protagoniste décida d'écraser leurs ardeurs belliqueuses ici et maintenant. Après ça, il n'oserait tout simplement plus l'affronter, mettant ainsi fin au conflit pour les 2 camps. Ce serait le meilleur résultat possible. Il sentit la soif de vengeance s'emparer de lui, tout comme lorsqu'il était venu se venger du roi. Ce tremblement dans ses mains dû à l'anticipation du combat était sans équivoque. Le protagoniste serra le poing avec rage. Il servirait d'exemple. Sa main devait être ferme pour pouvoir tous les achever. Il se souvint de son combat contre Grom lorsque le monstre contrôlait le miasme sans aucune difficulté. C'était maintenant le moment d'utiliser la même chose contre ses ennemis. Le résultat en vaudrait la peine. Le protagoniste lança la première attaque sur l'ennemi. Il détruisit leur barrière sacrée et les ennemis furent pris de panique. Ils comprirent que si la barrière était détruite, ils auraient de graves problèmes. Ils tentèrent de contre-attaquer, mais ils ne pouvaient plus protéger leur barrière. Personne dans l'escadron ne pouvait comprendre ce qui venait de se passer. Ils furent vaincus en un clin d'œil. Les gémissements d'agonie des soldats mourants résonnaient sur le champ de bataille. Le protagoniste observait comment les guerrières tombées au combat se transformaient en goules. Elles attaquèrent les soldats survivants qui tentaient de s'échapper. Le protagoniste pensa qu'il avait réussi à fusionner la magie avec le miasme. Il ne restait plus qu'à attendre que tous les morts vivants prennent vie et commencent à transformer les autres en morts un par un. Il était habitué à ce spectacle, donc cela ne lui procurait aucune émotion. Il jeta un nouveau regard sur le champ de bataille et décida que ce serait suffisant. Les soldats qui réussirent à s'échapper s'enfuirent. Dwight ne les poursuivit pas. Il les laissa répandre la nouvelle de sa puissance. 10 ans s'étaient écoulés depuis la mort du précédent seigneur démon. Le monde entier devait maintenant savoir qu'une nouvelle menace capable d'exterminer toute l'humanité était apparue. Il se téléporta dans les airs et continua son observation de là-haut. Quand il était vivant, sa capacité de téléportation ne pouvait l'amener qu'à des endroits qui se trouvaient dans son champ de vision. Mais dans son nouveau corps, plus rien ne le limitait. Il vit sa nouvelle armée se former et pensa que posséder une armée de 20 000 combattants était plutôt pratique. De plus, ils avaient une valeur stratégique incroyable. Il ne sentit même pas l'épuisement de son pouvoir magique. Ses capacités sont devenues illimitées
lorsqu'il est devenu un mort-vivant. Le protagoniste ordonna à sa nouvelle armée de se diriger vers la vallée des morts. Il l'a fait instinctivement. Dès qu'ils se sont jetés, dans l'abîme, il sentit son pouvoir augmenter. La force commença à le submerger. Le protagoniste comprit que cette vallée était la source de ses pouvoirs. Apparemment, il existe un lien entre ce fait et la raison pour laquelle sa propre existence se nourrissait de miasmes. Il décida qu'à partir de maintenant, il sacrifierait les morts vivants plus souvent. Après tout, s'il recevait ses pouvoirs de la vallée des morts, il existait probablement grâce à elle. À ce moment, les soldats qui avaient survécu arrivèrent sains et saufs devant leur seigneur et l'informèrent de toute la situation. Ils bégayaient et tremblèrent de peur en lui racontant à quel point le nouveau seigneur démon était puissant. Le protagoniste supposa que les dirigeants voisins avaient envoyé la même armée sur d'autres territoires. Mais à ce stade, ils auraient déjà dû réaliser qu'ils ne pouvaient pas le vaincre uniquement par le nombre. Désormais, les humains ne peuvent plus le vaincre. Ils ne feront que mourir en vain. Il veut seulement que l'humanité réalise que ce monde est en danger à cause de la présence du Seigneur démon et qu'ainsi il pourra maintenir la paix dans le monde. Il se téléporta dans la capitale, mais ne se rendit pas directement au château. Il voulait marcher dans les rues de la cité royale. Il fut peiné par l'aspect déprimant de la capitale. Des couches de miasmes et des nécrophages partout, mais il ne regretta pas d'avoir choisi cette voie. Le sage n'était plus là, et maintenant seul existait l'immortel Seigneur démon. Le protagoniste s'approcha du château et ne le reconnut pas. Il avait l'air complètement différent de quand le protagoniste était parti affronter l'ennemi. Se demandant ce qui avait bien pu se passer, il courut vers le château et comprit tout immédiatement. Grom pleurait des larmes de feu avec une telle force qu'il mit le feu au mouchoir avec lequel il s'essuyait. Il avait observé l'acte héroïque du protagoniste grâce au sort de clairvoyance pendant tout ce temps et était totalement fasciné par la magnificence de son seigneur. Le protagoniste lui demanda pourquoi l'aspect du château avait tant changé. Le monstre répondit qu'il avait modifié le design du château pour qu'il soit à la hauteur de l'aura puissante de son seigneur. Il avait également travaillé sur les défenses pour que les visiteurs indésirables ne leur rendent pas visite, mais que si son seigneur n'aimait pas tout ça, il remettrait tout en place. Le protagoniste regarda son sujet et pensa que s'il avait une queue, il serait en train de la remuer en ce moment. Bien qu'il ait changé, l'apparence du château à sa guise, diverses techniques ont aussi été utilisées pour renforcer ses défenses. Quiconque entrerait dans le château sans y être invité serait instantanément brûlé vif. Rien qu'à la façon dont Grom a réussi à faire ça, en si peu de temps, on peut voir que sa force est incroyable et que sa motivation et sa détermination sont débordantes. Même si son comportement et ses paroles ne le montrent pas, cette créature inspire une peur incroyable. Le protagoniste, lui, a répondu qu'il n'avait pas lui-même pensé que le château aurait besoin de protection et qu'il avait fait du bon travail en s'en occupant. Et le protagoniste a remercié son fidèle assistant. Grom débordait de joie face aux louanges de son seigneur. Il était très heureux de l'entendre dire ces choses. Il ajouta que tous les efforts qu'il avait investis dans l'aménagement du château en valaient la peine, et qu'il était heureux de pouvoir être utile au grand seigneur démon. Dwight lui dit que lui aussi était content d'avoir un si bon subordonné, mais que la prochaine fois avant de changer quoi que ce soit, il devrait d'abord le consulter. Le démon fut d'accord avec lui et le lui promit. Soudain, tous deux sentirent l'aura négative de quelqu'un d'autre. Ils réalisèrent que des invités non désirés étaient arrivés. Ils arrivèrent aux portes de la capitale et virent une horde de loups-garous postés juste devant eux. Grom fit remarquer que c'était une armée énorme et qu'il était étrange qu'ils n'aient pu les détecter qu'au dernier moment. Le protagoniste répondit qu'ils utilisaient très probablement une sorte de camouflage pour dissimuler leur présence. Il conseilla à son assistant de ne pas s'inquiéter qualifiant cette armée de pathétique tas d'ordures. Le démon lui demanda s'il les connaissait. Le protagoniste confirme que oui. Il les avait croisés quand il était encore en vie. Ils virent alors la chef de cette armée. Elle les regarda avec un air de défi et un sourire moqueur. Grom supposa que cette succube était leur chef. Mais comment son maître pouvait-il les connaître? Le protagoniste lui expliqua que Luciana est une subordonnée du défunt Seigneur des démons, l'un des 4 rois, Céleste. Le démon resta bouche bée. Le défunt Seigneur des démons, un ancien roi céleste. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, Dwight lui dit, qu'ils en reparleraient plus tard. D'abord, ils devaient accueillir leurs invités. Il lui demanda ce qui l'amenait dans ses domaines. En réponse, elle lui demanda s'il était le nouveau Seigneur des démons. Le protagoniste confirma et ajouta qu'il s'était autoproclamé comme tel. La fille traîna ses mots avec dédain, disant qu'elle comprenait. Grom fut indigné par son comportement et grogna « Comment cette gamine ose-t-elle parler ainsi à mon maître ?» Il promit de lui arracher la tête si elle continuait sur ce ton. Elle fit semblant d'être effrayée comme s'il disait des choses terribles. Mais ensuite, elle a fixé le protagoniste et l'a reconnu, c'était le sage Dwight. Grom s'est à nouveau indigné de son attitude provocante et a voulu lui donner une leçon, mais le protagoniste l'a arrêté.
Il lui a dit qu'il s'occuperait de tout personnellement. Il s'est adressé à la jeune femme et a fait remarquer que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Elle a acquiescé et a ajouté qu'en effet, ils ne s'étaient pas vus depuis que Claire l'avait coupé en deux. Il l'a observé et a compris que sa robe noire, sa silhouette imposante, son magnifique visage et son regard séducteur. Tout cela constituait ses armes. Elle les utilisait pour détourner l'attention de ses adversaires. Il en connaissait beaucoup qui avaient succombé au venin de Luciana. Elle a poursuivi en disant que Dwight avait vraiment beaucoup changé. Il avait vieilli. Il lui a répondu qu'elle devait bien le savoir. Il était devenu comme ça à cause de la vallée des morts. La jeune femme a hoché la tête et a dit qu'ils étaient un peu fatigués et que ces hommes avaient besoin de se reposer. Peut-être que le protagoniste pourrait les laisser passer. Le héros leur a permis d'entrer, mais Grom n'était pas sûr que ce soit la bonne décision de la part de son maître. Il l'a prévenu que si ses invités se comportaient de manière suspecte, il les réduirait tous en poussière. Quand tout le monde est entré dans la ville, la jeune femme s'est sentie mal à l'aise à cause de la grande quantité de miasmes et de goules. Mais elle n'en a absolument rien laissé paraître. Au contraire, elle a ri et a dit au protagoniste qu'il avait vraiment changé et que c'est comme ça qu'elle le préférait. Elle lui a demandé s'il n'y avait pas trop de miasmes dans la ville. Ça affectait même les monstres, et elle lui a montré son armée. Ses troupes s'étaient affaiblies et il était évident qu'elles étaient en mauvais état. Le protagoniste s'est dit qu'il n'y avait pas fait attention puisque seuls des morts vivants s'habitaient ici. Cependant, un tel niveau de miasme, cette concentration de pouvoir pouvait être dangereuse même pour les monstres et il devrait s'en occuper plus tard. Ils se sont approchés du château et le héros a indiqué que seule elle pouvait entrer tandis que les autres devraient attendre dehors. Ils sont entrés dans le château et il a de nouveau demandé à Luciana ce qu'elle fichait ici. Grom observait l'invité avec une méfiance absolue. Elle a répondu qu'il était paranoïaque et qu'elle et Dwight se connaissaient depuis longtemps. Le démon a répliqué disant que son maître ne pouvait pas avoir de lien avec une gamine comme elle. Le protagoniste a calmé son serviteur, confirmant les dires de la jeune femme sur leur ancienne relation, mais sans en dire plus car en réalité, ils étaient ennemis. Cette dernière partie sur le fait d'être ennemi l'a interpellé. Le héros s'est tourné vers elle, lui rappelant que le seigneur démon qu'elle servait était mort et que 10 ans s'étaient déjà écoulés depuis son décès. Par conséquent, il ne voyait aucune raison pour qu'ils continuent à s'affronter. Luciana lui a répondu que ses paroles étaient sages. Mais n'avait-il pas envisagé la possibilité qu'elle soit là pour venger le défunt seigneur démon? Il a répliqué que si c'était le cas, il les transformerait en morts vivants et ferait bon usage de leurs cadavres. Elle a éclaté de rire et a répondu que c'était juste une blague. La vérité, c'est qu'ils étaient là parce qu'ils voulaient simplement servir le nouveau seigneur démon. Le protagoniste lui a demandé pourquoi elle désirait une telle chose. La jeune femme lui a expliqué qu'après la mort du seigneur démon, les restes de son armée avaient été anéantis par les humains. Même s'ils avaient tenté de résister, c'était en vain, car leur commandant en chef, le seigneur démon, n'était plus là. À cette époque, elle était l'une des reines célestes de l'armée du seigneur. Après la défaite, elle a décidé de faire profil bas avec son armée. Ils ont vécu comme des ermites, car c'était le seul moyen d'échapper aux humains. Ils avaient l'espoir qu'un jour un nouveau seigneur apparaîtrait. Si ce n'était pas le cas, elle en serait devenue une elle-même. Mais elle lui a dit qu'il n'avait plus à s'inquiéter de ça. Il était plus fort que le seigneur précédent. Elle n'aurait jamais imaginé que le sage Dwight en deviendrait un. Elle s'est souvenue qu'elle et le héros avaient tous deux été exécutés. Mais que leur était-il arrivé ensuite? Il lui a répondu que c'était une histoire assez déplaisante. Et il lui a brièvement raconté ce qui s'était passé. Elle n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire et s'est exclamée « Quelle drôle d'histoire !» Les gens qui se sont rebellés contre les héros, même qui ont vaincu le Seigneur des démons, ont été anéantis par un autre, Seigneur des démons qu'ils ont eux-mêmes créé. Elle a qualifié ces gens de belles bandes d'idiots inutiles. Et elle a ajouté que le protagoniste avait une façon de penser très intéressante. Mais comment se faisait-il qu'il ne les ait pas encore tous anéantis? Il lui a expliqué que tous ses efforts étaient concentrés sur le maintien de la paix dans le monde. C'était quelque chose qu'il désirait depuis qu'il était humain, et même maintenant, il n'allait pas trahir ses idéaux. De plus, c'était aussi le rêve de Claire. Luciana a compris ses motivations et son objectif, mais qu'est-ce qu'ils comptaient faire ensuite? Eux aussi aspiraient à la paix, alors ils lui offriraient leur pouvoir et leur technologie. En échange, elle a demandé la cité royale comme récompense, et en retour, il lui trouverait d'excellents serviteurs. Le protagoniste a remarqué que leurs intérêts coïncidaient et que les deux parties y trouveraient leur compte. À ce moment-là, Grom a demandé à son maître un moment pour lui parler en privé. Le héros a accepté et le démon lui a demandé s'il faisait vraiment confiance à cette fille. Le protagoniste lui a répondu qu'il savait parfaitement de quoi Luciana était capable. Lui non plus ne lui faisait pas entièrement confiance, alors il devrait la surveiller de près.
Parce que bien sûr, ce serait embêtant qu'ils se mettent à détruire l'humanité de leur propre chef. Des subordonnés, mais que leur armée de démons lui serait d'une grande utilité. Il a ajouté qu'ils allaient simplement s'utiliser mutuellement, et c'était tout. Ni plus ni moins. Grom a exprimé son accord avec la décision de son maître. Le protagoniste lui a dit que le moment venu, il aurait besoin de son pouvoir. Le démon a ri et lui a assuré qu'il consacrerait jusqu'à la dernière goutte de son pouvoir pour l'aider. Ils sont retournés auprès de la jeune femme et le héros s'est excusé de l'avoir fait attendre. Il lui a communiqué sa décision de tous les accepter. Il leur a promis un refuge sûr et en échange, il prendrait part à sa guerre contre l'humanité. Luciana lui a exprimé sa gratitude. Elle l'a serré dans ses bras et lui a demandé de prendre soin d'elle. Il s'est demandé pourquoi elle agissait de cette manière. La jeune femme lui a avoué qu'elle aimait les hommes forts. C'était la même chose avec le précédent. Seigneur des démons. Elle était devenue sa subordonnée parce qu'elle était tombée amoureuse de l'aura qui l'enveloppait. Grom est devenu furieux en voyant son comportement. Comment osait-elle importuner son maître? Il a demandé au protagoniste de ne pas se laisser duper par elle, car cette femme était sans aucun doute une véritable vipère. La jeune femme a ri et lui a dit qu'il avait l'air un peu spécial, mais qu'il était encore loin du niveau du Seigneur des démons et qu'elle ne s'intéressait qu'aux meilleurs. Grom lui a conseillé de la fermer, sinon il transformerait sa fierté et sa beauté en quelque chose d'horrible. Elle lui a répondu qu'il essaie pour voir. Elle lui montrerait son traitement spécial. Ils se sont lancés dans une bagarre. Le démon a crié qu'il la réduirait en poussière avec sa magie. Elle a répliqué qu'elle le remettrait à sa place. Le protagoniste les a regardés et a pensé qu'il n'allait pas les laisser faire ce qu'ils voulaient. Il a décidé d'aller informer les compagnons de Luciana de leur accord. Peu de temps après, ils ont décidé de prendre une ville voisine. À l'intérieur, l'un des chevaliers a crié à son armée qu'il devait arrêter l'ennemi ici même et ne les laisser passer sous aucun prétexte. Les chevaliers se sont battus avec acharnement contre l'armée de morts vivants et de démons, mais tout a été vain. Le protagoniste s'est élevé dans les airs et a pensé « Il a maintenant 120 subordonnés sous son contrôle. Ils sont en train de prendre une ville au nord du royaume. Il a permis aux gens de Luciana de se joindre à la bataille dans cette escarmouche. Il détruit le royaume exprès en utilisant sa magie de déplacement. Pour l'instant, tout se passe bien. » Grom, en combattant les chevaliers, leur a crié que ces pathétiques humains s'agenouillent devant le Seigneur des démons. Le héros l'a interpellé et lui a indiqué que leur objectif pour le moment n'était pas de les détruire, eux, qu'ils ne dépassent pas les bornes. Il a pensé en même temps que dans son plan, une attaque incontrôlée pouvait finir par tout les anéantir. Son but est de leur faire voir la menace du Seigneur des démons et en même temps de jeter les bases pour que l'humanité coopère naturellement. Grom lui a dit que s'il voulait les soumettre, alors ce nombre de combattants devrait être plus que suffisant pour qu'ils comprennent l'ampleur de la différence de pouvoir. Il est retourné au combat criant à ses adversaires qu'il allait leur montrer sa force illimitée. Et le protagoniste a pensé « Ce n'est pas comme s'il avait perdu de vue notre objectif. » La bataille a continué et au bout d'un moment, le seigneur de cette ville a entendu un cri disant que les ennemis avaient fait irruption dans la cité. Il a hurlé à ses soldats de les contenir. À ce moment-là, le protagoniste a fait irruption dans ses appartements. Tandis que le seigneur lui hurlait de ne pas approcher le héros, a pensé que ce seigneur était prêt à sacrifier son domaine en échange de sa sécurité, car il était évident que la ville était condamnée. Il n'a aucun scrupule à montrer ce qui l'intéresse. Dans le monde idéal pour lequel Dwight se battait, il n'y avait pas de place pour un tel comportement. Le seigneur féodal a continué d'insulter le héros, puis Grom est apparu. Il a entendu l'idiot insulter son maître et lui a crié de ne même pas penser que sa mort serait sans douleur. Mais le protagoniste a écarté le démon lui disant qu'il s'occuperait lui-même de cette affaire. Il s'est jeté sur le seigneur féodal et l'a achevé. Il lui a broyé le cœur avec la main et a pensé que les égoïstes aussi sinistres que cette caricature de dirigeant seraient effacés de la surface de la terre pour servir d'exemple aux autres. Il ne voulait pas voir les gens se nuire les uns aux autres. Soudain, il a vu un homme qui serrait 2 enfants dans ses bras morts de peur. Le protagoniste lui a dit que s'il voulait éviter de subir le même sort que le seigneur féodal, il devait se soumettre à lui. De cette façon, il pourrait sauver sa vie et celle de ses enfants. Quelque temps plus tard et après plusieurs invasions consécutives, les seigneurs féodaux n'ont pas tardé à se soumettre aux nouveaux seigneurs des monstres. Désormais, les territoires intérieurs qu'ils avaient conquis près de la capitale déchue étaient considérés comme faisant partie des domaines du seigneur démon. C'était principalement dû au fait qu'il avait envahi la quasi-totalité des villes du royaume, même si ce n'était que superficiellement. Ils ont été autorisés à poursuivre leur vie normale comme avant sans son ingérence. Mais la soumission était une condition indispensable pour mener une vie normale. Alors que de plus en plus de gens élaboraient un plan pour éliminer le protagoniste, les gens devraient mettre de côté leurs différends et s'unir dans le but commun de renverser le seigneur démon.
Dwight et son armée sont retournés à la capitale et Luciana a commenté à quel point cela avait été rapide. Le protagoniste pensa que la combinaison de ces forces ogres et morts vivants était tout simplement incroyable. Les morts vivants pouvaient se frayer un chemin seuls et grâce aux autres, ils étaient capables d'assiéger les territoires bien plus rapidement. La présence de l'armée de monstres menée par la jeune femme avait sans aucun doute fait une énorme différence. Il lui dit à voix haute qu'ils avaient réussi à résoudre tous les problèmes mieux que ce qu'ils avaient prévu au départ, et que c'était aussi grâce à ses excellents subordonnés. Luciana rougit et lui dit qu'elle les avait entraînés elle-même et qu'elle était très heureuse qu'ils aient pu lui être utiles. Elle l'invita à prendre le thé, mais Grom protesta disant que son maître ne devait pas accepter cette invitation. Il était certain qu'elle avait des arrière-pensées. Elle lui donna raison, le provoquant exprès, en disant qu'en effet, on pouvait voir ça comme ça. Grom devint encore plus furieux, pensant qu'elle voulait lui voler son maître. Le protagoniste leur demanda de la fermer et ajouta qu'ils auraient tout le temps de flirter plus tard. Tous les deux lui crièrent à l'unisson qu'ils n'étaient pas en train de flirter et se calmèrent immédiatement. Il les observa. Il semblait que d'une certaine manière, ces deux-là commençaient à bien s'entendre. Il se dit qu'avec les meilleures troupes sous ses ordres, ce n'était plus qu'une question de temps, avant qu'il ne contrôle tout le royaume. À partir de maintenant, les terres de chaque seigneur allaient devenir des champs de bataille. C'était le début d'une grande guerre. Quelque temps plus tard, la situation avait évolué de telle sorte que pour le moment, il n'y avait aucune action militaire en dehors du pays. Comme les dégâts infligés par les morts vivants se limitaient aux frontières du royaume, les pays voisins avaient adopté une attitude attentiste et prudente. On aurait dit que ça leur plaisait même qu'un nouveau roi démon soit apparu. Le protagoniste décida donc de passer à l'offensive. Il ne fallait pas qu'ils pensent que ça ne les affecterait pas. Grom rassembla tout le monde dans la grande salle et lança un conseil de guerre pour discuter de la future domination du roi démon. Avec sarcasme, il demanda à Luciana si elle s'y opposait. Elle lui lança de continuer. Il ajusta un monocle sur son œil et elle ne tarda pas à le ridiculiser en disant que ça ne lui allait pas du tout. Grom lui hurla qu'elle était une garce et ils se lancèrent de nouveau dans une discussion animée. Le protagoniste dut demander à la jeune femme d'arrêter de provoquer le démon. Elle accepta. Le monstre poursuivit expliquant que la majeure partie du royaume était désormais entre les mains du roi démon. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que la conquête du pays était pratiquement terminée. Bien sûr, les zones frontalières et les terres de certains aristocrates n'étaient pas encore sous leur contrôle, mais elles étaient coupées des routes de ravitaillement. Donc leur capitulation n'était qu'une question de temps. Ensuite, ils attaqueraient les pays voisins. Peu importe comment on voyait les choses, la zone de leur domination était assez réduite et c'était très probablement pour ça que les dirigeants des autres nations ne prêtaient pas encore attention à leurs agissements. Et parmi les royaumes, il y en avait un qui nécessitait une intervention immédiate, ce petit État. Il se trouvait à côté de la partie sud-ouest du royaume et dernièrement, il agissait de manière très suspecte. Le protagoniste commenta qu'il avait déjà entendu quelque chose à ce sujet de la part de Luciana. La jeune femme répondit que selon ses informations, ce petit pays avait rassemblé une armée à la frontière du royaume. Tout indiquait qu'ils se préparaient à libérer la capitale et qu'ils aspiraient à étendre leur propre territoire. La seule chose qui la préoccupait, c'était la qualité de leur équipement. Il était très probable qu'ils reçoivent un soutien militaire extérieur, ce qui signifiait qu'un État tirait les ficelles dans l'ombre. On ne savait pas exactement qui était derrière tout ça, mais ils ne pouvaient pas se permettre d'ignorer leur plan. Grom ajouta que pour le bien de l'avenir, c'était à eux de frapper les premiers. Ils attendaient la décision de leur maître. Le protagoniste pensa que les gens devaient comprendre que la menace que représentait le roi démon pèserait sur le monde entier. Peu importait qui manipulait ce pays, sa destruction était le premier pas pour atteindre la paix. Il décréta « C'est décidé, nous allons les réduire en cendres ». Grom s'exclama avec joie. Il n'en attendait pas moins de son seigneur. Luciana ajouta tout aussi contente « Moi aussi j'emploierai toutes mes forces ». Le protagoniste déclara « Pour ce qui est du plan, nous allons envahir et occuper l'endroit d'un seul coup et ensuite nous découvrirons l'identité de ceux qui les aident. » Peu après, les batailles entre les démons commencèrent. Le protagoniste réfléchit. En préparation pour la bataille imminente, les démons eux-mêmes avaient organisé des combats d'entraînement. Une décision incroyablement judicieuse de leur part. Depuis ce qu'il avait rejoint leur rang, des changements notables s'étaient produits dans le royaume. Le miasme qui enveloppait la capitale s'était concentré autour du château. Désormais, les orques pouvaient y vivre sans aucun problème. De plus, des hordes entières de morts vivants attendaient leur heure dans le sous-sol du château et dans les entrepôts de la ville. Les zones contaminées et infectées par le miasme avaient été assainies. Elles servaient maintenant au profit de la capitale. Ils se devaient de répondre à leur enthousiasme. Au bout d'un moment, le protagoniste remarqua la vie trépidante de la ville, Luciana. Observant avec lui, elle nota avec joie que le développement de la ville se portait à merveille.
Au cours de ces 10 années, ils en avaient beaucoup, appris sur l'agriculture et la construction. Autrement, ils n'auraient tout simplement pas pu survivre sans les effets néfastes du miasme que Steres sont parfaites pour y vivre. Le protagoniste répondit « Bien sûr, après tout c'est l'ancienne capitale. Même si c'est moi qui ai attaqué cet endroit, je pense qu'ils ont commencé à faire revivre la ville pour améliorer leur qualité de vie. » Soudain, le protagoniste remarqua un homme dans la foule et le désigna perplexe. Luciana lui expliqua qu'il s'agissait de ses esclaves. Il semblait qu'ils s'étaient bien adaptés à ce nouvel endroit. Le protagoniste resta songeur. Des humains et des démons cohabitants. De toute sa vie, il n'avait même jamais rêvé d'une telle chose. Il aspire à la paix et même s'il a pris une forme si étrange, il est heureux. Maintenant, ce sont les siens. Il les protégera des ennemis qui pourraient les envahir. Cette trêve n'a été possible que parce que le territoire contrôlé est très modeste. Rêver de l'étendre à l'échelle du monde entier est très utopique. Cependant, tôt ou tard, cela arrivera. Pour que la paix s'installe dans le monde entier, celui-ci doit être contrôlé par un mal universel. Le protagoniste s'approcha du portrait de l'héroïne et réfléchit. Grâce aux fréquentes incursions, sa force a augmenté. Et pourtant, il ne peut toujours pas la ressusciter. Je veux croire que si je construis le monde qu'elle désirait, alors je pourrais la revoir. Je suis le seul à pouvoir le faire. Soudain, Grom l'appela et lui indiqua qu'il était temps. Est-ce qu'il ne se sentait pas bien? Le protagoniste commença à marcher avec lui et répondit. Il était simplement absorbé par ses pensées. Le protagoniste sortit sur le balcon et en voyant une immense foule de créatures, commenta que c'était une vision impressionnante. Grom dit que chacun d'eux attendait avec impatience son ordre. Silence. Le seigneur des démons prend la parole, qu'il écoute attentivement. Le protagoniste pensa des amateurs de bataille désireux de le remercier pour la bonté dont il avait fait preuve cherchant à se venger. Des humains pour ce qu'il leur avait fait. Chacun de ceux qui étaient venus avait sa propre raison, mais tous avaient une chose en commun. Il commença son discours disant qu'il était une fois un sage. Aux côtés du héros, il survécut à de nombreuses batailles mortelles et finit par vaincre le seigneur des démons. Peu importe comment sa vie s'est terminée, la principale vérité qu'il en a tirée est la suivante. Ce monde est une erreur. Nous en sommes les victimes. Des créatures rejetées par le cours naturel, du temps. Des êtres comme nous ont-ils un moyen de résister à ce monde? La réponse est oui. Puisque ce monde nous a rejetés, nous devons le piétiner. Il est temps de l'enliser dans la boue. Laissez vos corps et vos âmes s'imprégner du mal et devenez les artisans de l'histoire. Le nouveau seigneur des démons est arrivé. Les créatures enthousiastes poussèrent un cri de guerre en signe d'approbation au protagoniste. Il continua en disant qu'ils deviendront le mal absolu. Êtes-vous prêts pour cela? Les monstres acclamèrent ces paroles et répondirent avec un enthousiasme débordant. Leur réponse fut unanime. Le protagoniste leur dit qu'ils sont les vassaux de l'actuel seigneur des démons. Rien ne doit les arrêter, qu'ils donnent libre cours à leurs instincts. Il pensa qu'avec cela, il suffirait à semer la panique parmi les gens. Lorsque le protagoniste retourna au château, Grom lui dit avec admiration que son discours était magnifique et qu'il l'admirait. Le protagoniste lui répondit qu'il n'avait fait que remonter le moral des troupes. Il ne connaissait pas son véritable objectif. Le démon lui demanda s'il était sûr que cela valait la peine de le leur cacher. Dwight pensait qu'il ne pourrait pas le découvrir, mais le fait est que même ses alliés ne devaient pas être au courant. Il réfléchit qu'après avoir évalué la situation actuelle, il avait décidé de ne révéler le secret de la véritable paix mondiale qu'à un cercle restreint, de ses plus proches alliés. Si les gens l'apprenaient, son autorité en tant que seigneur des démons serait compromise. Il ne pourrait alors plus continuer à instiller une terreur universelle et la menace de la destruction sur l'humanité. Grom, pensif, dit que son maître avait choisi un chemin extrêmement difficile. En réponse, le protagoniste lui demanda s'il le prenait pour un imbécile. Le démon répondit servilement qu'il ne voulait pas dire ça. Simplement, il n'y avait pas de maître plus bienveillant que lui. Dwight rit au mousse de son sujet. Pendant ce temps, dans une autre ville, un jeune homme se trouvait enchaîné dans un cachot. Il en avait marre de moisir là et il était peu probable que quelque chose d'intéressant se produise. À ce moment-là, le protagoniste se préparait pour une autre campagne et Grom l'informa que tous les préparatifs étaient prêts. Le protagoniste le félicita et lui dit qu'il le laissait aux commandes. Le démon assura à son maître qu'il pouvait lui faire confiance, qu'il repousserait tous les ennemis. Luciana, moqueuse, demanda au protagoniste « Est-ce que ce crâne d'œuf pourra vraiment s'en sortir? » Et si à notre retour la capitale a été prise? Grom tomba de nouveau dans sa provocation et ils se lancèrent dans une dispute. Le protagoniste leur cria à tous les deux de se taire. Il se rendit compte qu'ils s'étaient complètement relâchés. Dwight observa son armée 1500 de morts vivants et 200 démons, un total de 1700 unités de combat. Un nombre dérisoire si l'on considère qu'ils prévoyaient d'assiéger un pays entier. Cependant, leur présence
Cela ajoutait un poids considérable à son armée. Il confia à Grom et à tous les autres la défense de la capitale. Luciana dit au protagoniste qu'il pouvait compter sur elle, qu'elle le protégerait. Elle dit aussi à Grom de bien surveiller la capitale et le démon ne discuta même pas cette fois. Elle se tourna de nouveau vers le protagoniste. Lui accorderait-il l'honneur de donner le premier ordre? Le protagoniste s'adressa à son armée, proclamant que l'horreur était venue. Il n'avait rien d'autre à ajouter. Il leur souhaita de rester en vie et de se couvrir de gloire. À ce moment, sur terre et sur mer, les soldats de ce pays se mettaient en formation pour défendre leur territoire. Le protagoniste et Luciana Lévire et la jeune femme fut étonnée de les voir marcher en rang si parfait. Elle était surprise qu'ils soient capables de mobiliser autant de monde en même temps. Une bataille très rude les attendait. Le protagoniste pensa qu'ils avaient fait confiance à l'armée de la jeune femme pour explorer le pays ennemi. Leur plan initial était d'attaquer par surprise, mais il était clair qu'il était condamné à l'échec. Il lui dit que s'il ne pouvait même pas réussir ça, il ne pouvait pas se prétendre être le mal universel. Elle lui demanda si il leur proposerait de se rendre. Le protagoniste répondit que bien sûr il aimerait éviter une effusion de sang. Il s'adressa à l'armée ennemie annonçant qu'ils étaient les ordres du Seigneur des démons et que c'était avec eux qu'ils devraient croiser le feu. Cependant, il était disposé à leur offrir la paix, mais l'armée ennemie ne l'écouta même pas et au cri de « Tuez-les tous !» Ils se lancèrent à l'attaque. Le protagoniste donna l'ordre à toutes ses troupes de commencer l'offensive. Il ordonna à la division de magie d'attaquer tout en même temps. L'ennemi était déterminé à ne pas les laisser s'approcher du pays. Luciana demanda au protagoniste s'il semblait que l'effusion de sang était inévitable. Il répondit que malheureusement c'était le cas. Elle dit, avec tristesse, elle dit que les humains étaient des sots et qu'ils n'avaient guère d'autre choix. Le protagoniste répondit qu'il le savait, bien mais que c'était eux qui avaient rejeté l'offre. Il cria à son armée de déchaîner toute sa puissance destructrice sur l'ennemi. La marine reçut l'ordre de tirer sur les morts-vivants. Quand l'ennemi vit que les squelettes essayaient de nager vers eux, ils commencèrent à rire. Leur commandant cria que les morts-vivants se noyaient tout seuls. Quelle créature stupide! Il était clair qu'ils ne pourraient pas les atteindre, mais ils sous-estimèrent l'armée du nouveau seigneur des démons. Son armée apparut soudainement près du navire et les guerriers le prirent d'assaut. Une bataille acharnée s'ensuivit, mais à la fin, le navire fut coulé avec tout son équipage. Luciana éclata de rire en voyant le résultat. Elle commenta que c'était un spectacle magnifique et sortit une bouteille de vin. Le protagoniste se demanda pourquoi elle avait apporté ça avec elle. Elle lui répondit que c'était plus amusant de se battre comme ça. Il lui demanda de prendre les choses plus au sérieux. Le protagoniste observa les restes du navire ennemi qui coulait et décida de ne plus intervenir. Il devait laisser son armée se fier à sa propre force, même quand il n'était pas là. Ils avaient maintenant besoin d'une victoire écrasante et enivrante. Dwight et la jeune femme s'avancèrent vers le pont pour voir comment s'en sortait leur armée. En chemin, la jeune femme dit au protagoniste qu'elle prenait toujours les choses au sérieux. Les succubes ne s'enivrent pas avec le vin. C'était le magnifique spectacle dont elle était témoin à cet instant qui l'enivrait. Le protagoniste dit en observant son armée au combat qu'ils avaient pris le canal. À ce rythme, ils ne tarderaient pas à atteindre le territoire du pays. Luciana exprima son regret qu'il n'y ait pas un seul représentant digne de ce nom parmi les humains. Le protagoniste réalisa que l'ennemi avait l'intention de prendre le port royal. Cependant, leurs troupes n'avaient pas la capacité de le faire. Ils avaient sûrement mené cette attaque sous la pression de quelqu'un et ils devaient découvrir de qui. Il pensa que dans le château royal, il pourrait probablement trouver des preuves. Ils s'occuperaient de ceux qui avaient mis leur nez là où il ne fallait pas. Ils se dirigèrent vers le château à la recherche de preuves. En chemin, le protagoniste pensa que les forces ennemies étaient trop insignifiantes pour apaiser le Seigneur des démons. Par conséquent, ils poursuivaient très certainement un autre objectif. Mais lequel? Ils entrèrent dans l'enceinte du château et Dwight suggéra à la jeune femme d'écraser les rebelles jusqu'à les réduire en poussière. C'était la meilleure chose à faire pour prévenir de futures rébellions. Elle hocha la tête, mais fit remarquer que cela lui semblait un peu ennuyeux. Même si c'était un petit pays, ça restait un pays. Il devait y avoir des combattants puissants. Il lui répondit que de toute sa vie, les personnes capables de faire face à une armée entière de démons se comptaient sur les doigts d'une main. Il continua en disant que c'était eux, mais la jeune femme l'interrompit et ajouta qu'ils n'y seraient pas parvenus, sans lui et le héros. Était-ce bien ce qu'il voulait dire? Il resta silencieux, mais elle avait raison. Le protagoniste pensa que bien qu'il ait vu de nombreuses batailles dans le royaume, il n'avait connu qu'un seul héros. Luciana dit que, à sa connaissance, pas un seul héros n'était apparu au cours des 10 dernières années. Elle ajouta avec dédain que c'était ça la belle époque. Il supposa qu'elle faisait référence à l'époque où elle servait le précédent seigneur des démons.
La jeune femme confirma ses dires et ajouta qu'il s'était beaucoup amusé à l'époque et que Dwight était très séduisant. Il fut agacé et lui demanda de ne pas l'appeler ainsi. Luciana fut surprise qu'il ait abandonné son nom humain. Le protagoniste lui dit que cela n'avait plus aucune importance. La jeune femme affirma avec conviction qu'il était une personne et non un seigneur démon. Pourquoi se considérait-il comme un simple outil et rien de plus? Il marmonna en réponse que les affaires du monde ne l'intéressaient pas. Seule l'atteinte de ses objectifs comptait. Soudain, la jeune femme lui attrapa le visage. Il fut surpris et lui demanda de le lâcher, mais elle exigea qu'il jure de se considérer comme une personne à part entière. Le protagoniste lui répondit qu'il n'avait pas le temps pour ça pour le moment. Il devait se concentrer sur la bataille. Luciana lui demanda « Vous dites ça après tous les exploits de notre armée. Alors calmez-vous, Seigneur démon, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. » Elle lui reposa la question au sujet du serment et il finit par céder en disant qu'il essaierait. Cette réponse sembla suffire à la jeune femme, mais elle l'avertit de se souvenir de sa promesse et qu'elle la transmettrait à son assistant squelettique démoniaque. Puis elle ajouta que si quelque chose tourmentait le protagoniste, il pouvait lui en parler sans hésiter. Par exemple, quelque chose qu'il n'oserait pas dire à son subordonné squelettique. Le protagoniste lui dit simplement qu'il lui faisait confiance. Luciana, enthousiaste, lui demanda de compter sur elle et rassemblant toutes ses forces, elle anéantit l'unité ennemie qui leur barrait la route. Il pensa que la jeune femme ne devait pas être entièrement satisfaite de sa réponse, mais qu'elle voulait vraiment l'encourager. Il était entouré de vassals si splendides. Elle l'informa que l'armée avait été vaincue et qu'elle ne représentait plus un obstacle pour eux. Apparemment qu'ils gardaient leur force pour défendre le château. Le protagoniste sourit avec malice. Des ennemis courageux, mais bien trop naïfs. Il décida d'informer son assistant Grom des résultats partiels de la bataille et ajouta qu'il serait bientôt de retour. Après un certain entraînement, il avait appris à se déplacer d'un corps à un autre sans détruire le précédent. Pour les morts vivants, cette méthode de déplacement est plus pratique et bien moins coûteuse que la magie de téléportation. Mais dans tous les cas, il se transformait en un squelette noir. Ça ne le dérangeait pas plus que ça, mais ça le mettait tout de même un peu mal à l'aise. Il apparut dans son château sans que son assistant s'en aperçoive. Lorsqu'il appela le démon, Grom fut perplexe comme s'il se demandait « Que fait mon seigneur ici ?» Il courut joyeusement à sa rencontre. Il était heureux de voir son maître. Le protagoniste répondit qu'il était venu l'informer de ses progrès. Tout se déroulait comme prévu et qu'ils arriveraient bientôt à la capitale. Grom s'exclama qu'il n'en attendait pas moins de lui. Les pathétiques humains n'avaient aucune chance contre l'armée de son seigneur et il avait déjà prévu que les choses se passeraient ainsi. Le protagoniste poursuivit en disant qu'il rentrerait probablement à la maison demain. Il demanda au démon de continuer à surveiller la capitale. Grom l'assura qu'il en serait ainsi et qu'il trinquerait à son retour. Le protagoniste retourna sur le champ de bataille et observa avec satisfaction que le combat touchait à sa fin. Luciana vola vers lui et, après qu'il ait demandé où en était la situation, elle l'informa que leur armée avait capturé la majeure partie de la capitale. Mais il y avait un petit problème. Les prisonniers s'étaient échappés de leur cachot et détruisaient les morts vivants les uns après les autres. Il semblait qu'ils auraient besoin de renforts. Le protagoniste fut surpris par cette nouvelle. Il avait supposé que la bataille pourrait s'éterniser, mais que le plus problématique serait le siège du château, et maintenant ces prisonniers. On dirait que le contingent là-bas est indomptable. Je me demande combien ils sont. Elle fronça les sourcils et lui répondit qu'un seul prisonnier avait affronté toute une armée de démons et l'avait mise en pièces. Elle osa même supposer que sa force était comparable à celle du héros. La jeune femme se souvint du comportement du prisonnier qui hurlait tout en projetant les morts vivants dans les airs. Il criait qu'il n'aurait jamais assez de sbires pour en finir avec lui. Le protagoniste fut stupéfait, un seul prisonnier comparable au héros lui-même. C'est toujours lorsque le monde était en danger qu'un héros apparaissait, comme si le destin lui-même ne pouvait tolérer l'existence du mal. Ou du moins c'est ainsi que ça s'était toujours passé. Les héros étaient créés pour vaincre le mal. Les cieux eux-mêmes le bénissaient. Luciana demanda au protagoniste s'il avait une idée de qui il pouvait s'agir. S'il était si fort, le protagoniste devait le connaître. Il lui avoua qu'il avait quelqu'un en tête. Peut-être que la personne à laquelle il pensait avait été enfermée dans la prison avant que la guerre contre le Seigneur des démons ne s'intensifie. C'était un type bien trop têtu et indomptable. Il a ignoré toutes les règles établies et a commis d'innombrables crimes. On pourrait dire que c'était une véritable tête brûlée. Il se présentait à tout le monde sous le nom de Henry Bracken. Le protagoniste vola jusqu'au prisonnier et ce dernier lui demanda si lui, le squelette noir, était le chef de ces morts vivants. Il ajouta qu'il en avait marre de se battre contre des sous-fifres et défia le protagoniste en combat, singulier. Le protagoniste lui dit qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ses bêtises, mais le prisonnier le frappa alors avec une force si dévastatrice qu'il l'envoya valser dans les airs et la jeune femme commença à s'inquiéter pour lui. Henry laissa échapper un rire moqueur du genre « Quelle mauviette !» Il lui dit de se ressaisir que le vrai spectacle ne faisait que commencer.
Le protagoniste furieux lui lança une de ses boules de feu. Luciana lui demanda s'il allait bien. Le protagoniste l'assura que tout allait parfaitement. Il se rendit compte que ce type ne semblait pas avoir la moindre once de magie. Il avait percé sa défense en se fiant uniquement à sa force brute et avait arrêté la boule de feu de ses propres mains. À ce moment-là, Henry lui a dit qu'il avait failli le transformer en brochette. La jeune fille n'en revenait pas. Mais quel genre de monstre est-ce? Le protagoniste a affirmé que sa puissance dépassait de loin celle des héros. D'après ce qu'il savait, cet homme était si fort qu'on voulait l'envoyer affronter le Seigneur des démons en personne pour qu'il le soumette. C'était un combattant invincible, un prodige de la force, ce qui se rapprochait le plus du tueur du roi démon. Notre héros a remarqué qu'Henry se préparait pour un autre assaut et il a demandé à la jeune fille de se mettre à une distance de sécurité. Notre héros a commencé à lui lancer des attaques invisibles, constatant que ce type était un as pour les esquiver. Son style de combat était d'une simplicité enfantine. Encaisser un coup ennemi faisant preuve d'une incroyable résistance pour ensuite acculer l'adversaire avec sa force monstrueuse. Il réagissait par pur instinct, esquivant même les attaques, les plus inattendues. Le protagoniste a compris que la magie conventionnelle ne servirait à rien contre lui. Il ne possédait aucune compétence unique ni ne maîtrisait la magie, et pourtant qu'il était incroyablement fort. Le combat a continué et il s'est rendu compte que cet homme ne montrait pas le moindre signe de faiblesse. Henry a grommelé qu'il n'aimait pas cette ambiance que ça sentait le renfermer. Notre héros a compris qu'un simple mortel se serait transformé en nécrophage depuis longtemps. Peut-être que la vitalité de ce type empêchait son corps de se décomposer. Il s'est avéré être une personne que le miasme n'affectait pas. Soudain, le protagoniste a arrêté le combat et a proposé un pari à Henry. Le type est resté pantois. Mais qu'est-ce qu'il était en train de lui proposer? Notre héros lui a proposé que le vainqueur du duel reçoive une récompense. S'il gagnait, Henry devrait rejoindre son armée. Sinon, il lui accorderait n'importe quel souhait en son pouvoir. Notre héros savait qu'il avait le caractère typique d'un hors-la-loi, donc il serait probablement possible de négocier avec lui. De plus, il avait entendu dire que malgré son tempérament impulsif parfois, il était étonnamment correct. Il avait purgé 10 ans de prison par principe alors qu'il aurait pu s'échapper à tout moment. Le protagoniste lui a demandé ce qu'il pensait de son offre. Henry a répondu qu'alors la récompense pour sa victoire serait son armée de démons. Maintenant, il était libre, mais il n'était pas sûr de ce qu'il allait faire de sa vie. Et cette idée de défier le monde entier et de déclencher une guerre, ça avait l'air amusant. Dwight s'est dit que bien sûr, il savait déjà que ce type était un antisocial. Mais pas à ce point. Henry a poursuivi en disant que les seigneurs des démons ne font pas ce genre de déclaration à la légère. Il ne croit pas que notre héros soit à la hauteur du poste, donc il était sérieux. Le protagoniste a pensé « Eh bien évidemment, personne d'autre ne peut occuper cette place. » Il a demandé à Henry si le marché tenait ou non. Il attendait de sa réponse. Le type a souri en guise de réponse. Comment pourrait-il refuser une offre aussi alléchante? Il était temps de désigner un vainqueur au plus vite. Et c'est ainsi que le combat a commencé. Notre héros a lancé une onde de choc sur Henry. Elle couvrait une zone assez large et il ne serait pas capable de l'esquiver. Et en effet, l'homme s'est rendu compte qu'il avait une technique plutôt désagréable. Le protagoniste a remarqué son incroyable désir de vaincre, son regard oppressant de guerrier et sa force qui dépassait toute imagination. Dans sa vie passée, Dwight ne lui arrivait même pas à la cheville. Il a continué à frapper son adversaire coup après coup et l'autre parvenait à peine à les esquiver. Mais malgré tout, il a réussi à arracher les bras du Seigneur démon. Mais le protagoniste ne s'est pas avoué vaincu. Il a attaqué Henry avec de plus en plus de force. Il a demandé à notre héros s'il pouvait vraiment faire ça. Le protagoniste a répondu que malheureusement, la dure réalité est que perdre des membres n'est rien pour les morts vivants. Il pouvait continuer à se battre, sans parler du fait qu'il ne ressentait aucune douleur. Dwight a intensifié ses attaques contre cet homme. Il voulait le submerger de coups innombrables pour qu'il n'ait pas le temps de réagir. Ainsi, ses impressionnantes capacités physiques comme son excellente intuition au combat deviendraient inutiles. Maintenant, le protagoniste pouvait y arriver. Il a lancé une onde de choc en plein sur Henry et l'homme a à peine survécu. Notre héros a été surpris qu'il ait survécu même après un coup direct. Il s'est dit qu'en réalité, il n'était pas censé comprendre. Le protagoniste a utilisé la tactique de la superposition de malédiction. Henry s'est exclamé « Il se fiche de moi ». Notre héros savait qu'il ne pourrait pas s'échapper d'une telle technique. Et en effet, l'homme a été immobilisé par des chaînes et des entraves. Il s'est demandé quelle sorte d'idiotie c'était. Ce n'était plus drôle du tout. Dwight s'est planté au-dessus d'Henry vaincu et lui a demandé « Bon, la victoire est à moi. Tu es d'accord? » L'homme n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Un marché est un marché. Le protagoniste a déclaré qu'à partir de maintenant, il était son serviteur. Il lui a demandé s'il avait une objection.
Le colosse a répondu qu'il n'en avait aucune et a ajouté que lui et le général travailleraient ensemble. Notre héros l'a libéré de ses entraves et l'a aidé à se relever. Pendant qu'il marchait, le protagoniste n'arrêtait pas de penser à Henry. Peut-être qu'en son temps, il avait lui aussi tenté de vaincre le précédent seigneur des démons, comme lui et Claire. Quand le monde est en danger, un héros apparaît comme si le destin lui-même refusait de tolérer l'existence du mal. Il en a toujours été ainsi à n'importe quel moment et à n'importe quelle époque. Lorsqu'ils sont entrés dans la ville conquise, Luciana l'accueillit rayonnante. Elle constata qu'il était sain, et sauf ce à quoi le protagoniste répondit. « Bien sûr, comment aurais-je pu y passer? » En voyant les hommes agenouillés, il demanda à la jeune femme, « Et eux, qui sont-ils? » Elle lui expliqua que ces types étaient les dirigeants de ce pays. Elle les avait envoûtés jusqu'à la moelle, et maintenant ils n'étaient plus que des marionnettes qui ne s'opposeraient jamais à sa volonté. Le protagoniste laissa échapper un petit rire et commenta « Tiens, c'est bien la spécialité des succubes. » Absolument, elle avait fait du bon travail. Dans cet état, ce serait un jeu d'enfant de leur soutirer les informations dont il avait besoin et de découvrir qui les avait. Poussé à lui tenir tête, la jeune femme remarqua enfin Henry, se disant en son fort intérieur qu'il avait l'air bien plus propre maintenant. Elle demanda au protagoniste « Vous l'avez convaincu de rejoindre notre camp? » Et oui, et c'était la bonne décision. Le garçon lui adressa un sourire, tout en levant la main. Il exprima son souhait de pouvoir collaborer. Le protagoniste lui demanda où se trouvait ce qu'il voulait, récupérer. Henry supposa qu'ils avaient dû le prendre dans la salle du trésor au dernier étage du château avant de l'enfermer. Ils montèrent au dernier étage et restèrent bouche bée devant la quantité de trésors qui s'y trouvaient. La jeune femme s'exclama, émerveillée que c'était absolument incroyable et qu'à en juger par les apparences, personne n'aurait dit que ce pays était si riche. Elle essaya un diadème et demanda au protagoniste si cette parure lui allait bien. Il lui répondit qu'il n'était pas venu pour ses babioles. Henry cria qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait et brandit son arc. Il expliqua que cet arc était fait d'os et d'une moustache de dragon. Il n'en existait pas d'autre pareil au monde. Le protagoniste comprenait maintenant pourquoi il tenait tant à le récupérer. Dwight se souvint que le garçon était un archer. Malgré son habileté au corps à corps, sa principale spécialité était les attaques à longue distance. Le garçon lui proposa d'essayer l'arc. Il avait juste besoin de trouver des flèches. Quand il en trouva, il s'approcha de la fenêtre, banda la corde et tira en l'air. La flèche parcourut une distance énorme et s'écrasa contre un bâtiment provoquant une explosion. Henry, embarrassé, s'excusa en disant qu'il avait déjà oublié comment on tirait. Le protagoniste, cependant, fit remarquer qu'il était très doué. Après tout, les flèches n'ont pas d'effet destructeur. C'était une particularité de l'arc. Une telle explosion était le résultat de l'incroyable habileté du garçon. Il lui demanda « Une flèche, mais sans l'arc. » Voyant l'air surpris d'Henry, il expliqua qu'une seule flèche lui suffisait. De toutes ses forces, il lança la flèche à la main en direction d'un village où elle provoqua une explosion en touchant sa cible. Le garçon resta pétrifié en voyant ça, et Luciana commenta joyeusement que son seigneur était capable de bien plus encore. Les villageois virent l'explosion et comprirent qu'ils étaient attaqués par un nouveau seigneur des démons. Pris de panique, ils cherchèrent un endroit où évacuer. Certains proposèrent de se rendre, mais on leur dit que de toute façon, ils étaient finis. Certains priaient, d'autres appelant à l'aide. Reed Evans, un soldat de l'escouade, cherchait sa sœur. Finalement, il vit sa sœur et l'appela à grands cris. Nina, bouleversée, lui dit qu'il semblait que le seigneur des démons les attaquait. Reed lui dit qu'il était dangereux de rester là et qu'il devait la cacher dans un endroit sûr au plus vite. Elle lui demanda ce qu'il adviendrait de lui. Il répondit qu'après tout, il était un soldat et que son devoir était de protéger tout le monde. Nina était très inquiète pour son frère, car si le seigneur des démons en personne les attaquait, il pourrait mourir. Il essaya de la rassurer, mais elle tristement lui dit qu'il était trop faible. Reed répondit qu'il était peut-être faible, mais que s'il résistait tôt ou tard, un héros apparaîtrait pour vaincre le seigneur des démons comme il y a 10 ans. Il lui demanda de ne pas s'inquiéter et lui promit qu'il la protégerait de toutes ses forces. Sa sœur sourit à son frère et lui dit qu'elle avait confiance en lui. À ce moment-là, un caporal le cherchait pour que Reed retourne à son poste et y courut obéir à l'ordre du commandant. Quand le protagoniste et son équipe retournèrent en ville, Henry jeta un œil et fut stupéfait de voir qu'il l'avait transformé en une véritable cité démoniaque. Le protagoniste lui demanda s'il était déjà allé dans la capitale. Le jeune homme répondit que oui quand il était mercenaire, mais qu'il préférait sans aucun doute ce qu'il voyait maintenant. La jeune femme se mit en colère contre lui. Mais quelle était cette réaction? Cette terre avait été ravagée par les démons. Est-ce qu'il ne ressentait pas la moindre indignation, Henry? Lui dit que dans ce monde, les gens s'anéantissent les uns les autres, alors il ne voyait pas l'intérêt de s'énerver pour les atrocités des démons. Il ajouta que ce n'était même pas une question de race. Ceux qui tuent, tuent et leurs victimes tombent. Un point c'est tout. Luciana
répliqua avec sarcasme, disant que c'était une réflexion bien sensée qu'il venait d'avoir. Il lui assura que c'était très raisonnable, sinon il n'aurait pas rejoint le camp de l'immortel Seigneur des démons. Le protagoniste les observait et pensa que, à sa manière, la jeune femme avait accepté Henry. C'était tout simplement merveilleux qu'ils aient réussi à se comprendre et à s'accepter mutuellement. Il voulait créer une ambiance détendue dans son armée où tout le monde se sentirait à l'aise. Ils arrivèrent enfin au château et le jeune homme fut impressionné par son aspect imposant. Il demanda au protagoniste s'il aimait ce genre de château. Dwight, il a répondu que non pas à lui, mais à celui qui l'avait créé et à celui qui l'avait laissé aux commandes. À cet instant, Grom est apparu en courant. Il a salué joyeusement son maître et lui a dit qu'il avait hâte qu'il revienne. Il sait que son seigneur a conquis ce pays en un rien de temps et c'est pour ça qu'il ressentait une admiration sans borne pour lui. Puis il a remarqué Henry et lui a demandé d'un air menaçant qui il était. Grom s'est tourné vers le protagoniste. « Pourquoi y a-t-il un humain à vos côtés? » Le protagoniste a calmé son fidèle serviteur et lui a raconté tout ce qui s'était passé. Henry a salué le démon de la main et a lâché sa petite phrase fétiche. « Bon, on va bosser ensemble. » Mais le monstre n'a pas apprécié le comportement du gamin et l'a soulevé par le col en lui disant qu'il ne se croit pas, trop malin et qu'il n'ose même pas lui parler avec autant de familiarité. Henry était perplexe et a dit « Quel changement radical chez ce démon !» Luciana lui a répondu de ne pas se prendre la tête que Grom était toujours comme ça. Le gamin a souri et a supposé que le général Dwight devait en voir de toutes les couleurs. Le monstre s'est indigné en entendant la façon dont le gamin s'adressait au protagoniste. Le protagoniste s'est dit qu'on aurait dit que le gamin s'amusait simplement de la réaction du monstre. Même si Grom se comportait comme un enfant, au fond, c'était un bon gars. Il ne déclencherait jamais une embrouille dans laquelle le protagoniste devrait intervenir. Sur ce point, on pouvait faire confiance au démon plus qu'à quiconque. Pendant ce temps, Henry a proposé au démon un duel de tir. Le gagnant pourrait se proclamer meilleur vassal. Grom a accepté et a menacé le gamin en lui disant qu'il lui ferait regretter de s'en être pris à lui et qu'en attendant, il pouvait fanfaronner autant qu'il voulait. Luciana et le protagoniste les observaient et la jeune fille a dit qu'on se serait cru dans une cour de récréation. Ils n'arrêtaient pas de s'insulter et ça la mettait mal à l'aise. Le protagoniste s'en fichait, il était absorbé par ses propres pensées. Peu après, le protagoniste observait Henry entraîner son armée. Cela faisait déjà 50 jours qu'Henry avait rejoint leur rang. Maintenant, il entraînait les démons et leur apprenait à se battre. Il s'est avéré être un instructeur exceptionnel. Les bases qu'il a posées ont contribué à renforcer la puissance de combat de l'armée du protagoniste. C'était aussi un génie pour prévenir les conflits internes. Personne ne pouvait égaler sa puissance destructrice. Les soldats ennemis mouraient de façon tragique entre ses mains. Tous les démons ont commencé à le regarder avec respect et il est très possible qu'ils le vénéraient même plus que le protagoniste. Henry a rejoint leur rang et a donné confiance à ses vassaux. Le protagoniste a compris qu'il était presque immortel, mais pas tout puissant. S'il devenait arrogant, il pourrait mourir. Pour éviter que cela n'arrive, il devait renforcer son armée encore plus. C'est ainsi qu'il pourrait jeter les bases de la paix dans le monde. À ce moment précis, des guerriers dans la ville affrontaient l'armée du protagoniste. La bataille était à sens unique et Reed, dans le feu de l'action, a tué sa sœur de ses propres mains alors qu'elle était apparue devant lui de nulle part. L'armée du nouveau seigneur démon a remporté la victoire. Tous les guerriers d'un petit pays ont été anéantis. Dans la capitale, Luciana a annoncé au protagoniste qu'elle apportait de mauvaises nouvelles. Elle lui a dit que les terres du petit pays détruit avaient été occupées par leurs voisins. Parmi eux, il y avait un État qui s'est emparé de leur zone minière d'où ils tirent d'un sacré paquet d'argent. Le protagoniste s'est mis en colère. Ces gens se croyaient trop malins. S'ils avaient su que tout finirait ainsi, ils n'auraient pas levé le petit doigt. Il comptait simplement sur le fait que son armée rayerait cet état de la carte pour qu'il puisse s'emparer de ses territoires et de ses ressources. Bref, quelle stupidité. Ils se trompent s'ils les prennent pour des idiots, car ils avaient déjà recueilli des informations sur le pays qui tiraient toutes les ficelles puisqu'ils gouvernent maintenant sur les territoires qu'ils ont eux-mêmes détruits. Ils devaient les attaquer en premier. Ils sont arrogants parce qu'il y a 10 ans, l'humanité a vaincu le Seigneur des démons. Ou sont-ils en train d'insinuer qu'ils ont développé quelque chose capable de lui faire face? Ses pensées ont été interrompues par Grom qui a couru à l'armée vers son maître. Le protagoniste lui a demandé ce qui s'était passé. À ce moment-là, Reed se réveillait sur le champ de bataille. Il s'est souvenu de ce qui s'était passé. Se tenant la tête, il titubait d'un côté à l'autre et se demandait « Pourquoi tout s'est passé comme ça? Comment? Comment ai-je pu tuer ma propre sœur? » Ses souvenirs de la façon dont il lui avait ôté la vie furent remplacés par des souvenirs de leur vie commune. Nena avait toujours pris soin de lui, s'inquiétait pour lui, le nourrissait, et une fois, il lui avait offert une bague. Elle était si heureuse en la voyant qu'elle ne l'a jamais enlevée et maintenant, elle n'est plus là.
Il avait lui-même ôté la vie à une personne si proche. Grom, à cet instant, a informé le protagoniste qu'un héros était apparu. Le protagoniste a serré les dents et a demandé au démon « C'est vraiment le cas ». Dans les profondeurs du royaume qui a subi l'attaque du seigneur démon, un soldat s'est soudainement réveillé. Pas même. La marée incessante de mort n'a pu le briser. Les masses qu'il a écrasées étaient de la preuve qu'il était le seul digne du titre de héros. Grom s'est excusé auprès de son maître pour la mauvaise nouvelle. Il a ajouté que ses sujets s'étaient morts. Le protagoniste lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne pouvait en être autrement puisque son rival était un héros. Quand le démon lui a demandé pourquoi cela ne l'effrayait pas, en réalité, il a répondu que c'était un sage qui avait combattu aux côtés de l'héroïne, mais il est peu probable que ce nouveau héros soit comme elle, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un autre héros a simplement fait son apparition destinée à mener les forces du bien à la victoire. Grom lui demanda incrédule si le bien allait vraiment triompher. Le protagoniste répondit qu'après avoir protégé ce monde une fois il était devenu le nouveau roi démon et qu'à présent un héros d'une nouvelle ère se dressait contre lui. On dirait bien que l'univers veut l'envoyer aux oubliettes de gré ou de force. Le loyal démon exprima son inquiétude face au discours du protagoniste, mais ce dernier continua. Il ajouta que bien sûr il n'allait pas rester les bras croisés. Il avait un objectif et comptait bien l'atteindre envers et contre tous. S'il ignorait la situation, le héros deviendrait plus fort et serait un adversaire bien trop coriace pour lui. Comme le dit le proverbe, il faut étouffer le mal dans l'œuf, alors il allait s'occuper personnellement du nouveau héros. Le protagoniste se tourna vers le monstre. Il lui confia le soutien, et il avait intérêt à ne pas le décevoir. Grom assura à son seigneur qu'il ferait de son mieux pour lui être le plus utile possible. Le protagoniste lui ordonna de mettre Lucian et Henry au courant. Sur ce, Dwight s'approcha de la sphère magique. Il la toucha et adressa ses pensées à Claire, lui faisant savoir qu'il allait devoir se mesurer au nouveau héros. On dirait qu'il se transforme peu à peu en un véritable roi démon. Il se demanda ce que Claire pouvait bien penser en voyant le Dwight d'aujourd'hui. Les héros sont des créatures choyées par le destin lui-même, pour ainsi dire. Ils grandissent, surmontent les épreuves et accomplissent des miracles comme si de rien n'était. Il avait vu tout ça de ses propres yeux. Ensuite, il prit l'épée de sa bien-aimée et lui demanda la permission de l'emprunter. Luciana s'approcha de lui et il lui demanda si tout était prêt. Elle répondit par l'affirmative. Il pouvait partir à tout moment. Il songea qu'elle était extrêmement talentueuse. Il se souvint des innombrables fois où il était tombé dans ses pièges à cause de sa ruse sous le règne du précédent roi démon. Elle lui demanda comment il se sentait. Elle voulait savoir ce que recelait l'âme du roi démon. Il lui dit que tout allait bien. Il pensa qu'il pourrait décrire ça comme du calme. Peut-être qu'après la mort, son âme était devenue plus insensible. Elle le regarda et dit « C'est vrai, tu es devenu plus calme comme si tu t'étais dépouillé de ton enveloppe charnelle. Et ce n'est pas tout. » La jeune femme observa son visage de plus près et lui demanda s'il était en train de sourire. Le protagoniste rétorqua si c'était seulement possible avec une tête pareille. Elle rit en guise de réponse, mais c'était vrai. Impossible de sourire avec de simples os. Elle ajouta qu'il allait vraiment bien. Elle s'était inquiétée pour lui en vain. Il en déduisit que Luciana était probablement aussi inquiète que Grom à l'idée de devoir affronter le héros. Il pensa qu'elle voulait seulement tuer le temps. Il exprima son regret d'être un si lourd fardeau pour les filles, mais elle lui suggéra de ne pas s'en faire. Mieux valait parler avec lui qu'avec son monstre vaniteux. Grom passait des heures à s'entraîner à s'adresser au protagoniste à l'abri des regards. Le protagoniste se dit que son loyal démon se prenait la tête bien plus qu'il ne l'imaginait. La jeune femme ajouta que, comparé à lui, l'archer ne se souciait absolument de rien. Il n'arrêtait pas de se plaindre qu'il voulait goûter la meilleure viande de la capitale. Dwight eut un sourire ironique. Tiens, ça lui ressemble bien. S'il pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter alors, on peut lui faire confiance. Le protagoniste dit à la jeune femme que de toute façon il était serein. Il pensa que grâce à l'attention de Lucien, c'était comme si un grand poids lui avait été enlevé des épaules. Sa détermination n'en était que plus forte et désormais plus rien ne pouvait l'ébranler. Il déclara que, en tant que roi démon, la seule chose qui lui restait à faire était d'accomplir sa mission. La jeune femme lui dit de ne pas hésiter à lui demander de l'aide dans les moments difficiles. Le protagoniste lui assura qu'il le ferait, ce qui la rendit très heureuse. Il pensa en lui-même qu'il n'arrivait pas à croire qu'ils aient un jour été ennemis. Le protagoniste informa son armée que pour ne pas gaspiller la vie de ses sujets, il laisserait tous les monstres vivants dans la capitale. Seuls 2000 morts vivants et les membres de l'état-major l'accompagneraient pour soumettre le héros. Tous acclamèrent avec enthousiasme la sage décision de leur roi démon. Il poursuivit en disant qu'assez de paroles, il était temps de passer à l'action. La nuit va bientôt tomber. Le moment propice aux êtres immortels et le soleil est sur le point de se coucher, créant les conditions parfaites pour une attaque surprise. Une armée gigantesque s'approcha du royaume. D'après le rapport des renseignements, un héros était apparu parmi eux. Le roi démon se tourna vers Henry, qui assura joyeusement qu'on pouvait compter sur lui. Henry tenait un arc entre ses mains, il prit position et visa. Il déclara que son tir allait réveiller tout le monde sur le champ.
La flèche fusa de l'arc, pulvérisant la tour qui vola en 1000 morceaux. S'ils continuaient à attaquer à distance, les défenseurs de la forteresse commenceraient à faiblir. Ils seraient sur leur garde, attendant cette opportunité. Le protagoniste s'adressa alors à Grom et lui dit que c'était son tour. Grom répondit avec joie qu'il était prêt à passer à l'action. Il étendit les mains devant lui et commença à répandre du poison sur tout le royaume. Les gens paniqués se mirent à crier que l'ennemi attaquait et qu'ils devaient fuir le plus vite possible. L'un d'eux dit qu'il n'arrivait plus à respirer. Le venin de Grom se répandit rapidement dans tout le royaume. Le protagoniste commenta que c'était merveilleux, tout simplement merveilleux. Grom était heureux que le Seigneur des démons apprécie ses efforts. Luciana s'approcha du Seigneur des démons et lui demanda s'il devait continuer les explosions. Il répondit qu'il devait procéder comme prévu. Soudain, des faisceaux de lumière commencèrent à jaillir, du royaume les aveuglant. Ils commencèrent à plisser les yeux, essayant de s'habituer à la lumière éclatante. Un homme apparut au sommet de la forteresse et quelqu'un demanda « Tu te montres enfin ». C'était le héros nommé Reed. Il leva son épée et la planta dans le sol avec une telle force que l'onde de choc atteignit l'armée du Seigneur des démons, après quoi une colonne de poussière s'éleva dans les airs et tout le monde resta figé de stupeur. Le Seigneur des démons dit qu'il devait se concentrer sur la prise de la forteresse et ne l'appeler qu'en cas d'extrême urgence qu'il se chargerait de distraire le héros. Grom répondit « Oui, mon Seigneur ». Puis il leur souhaita bonne chance à tous. La voix du Seigneur des démons retentit dans le dos du héros. Il lui demanda pourquoi il se prenait pour un héros, car il avait une petite affaire à régler avec lui. Reed, furieux, se tourna vers le protagoniste et tenta de l'attaquer. Le protagoniste utilisa sa magie créant une main sortie de nulle part et emprisonnant le héros dans son poing. Le protagoniste dit que s'il se battait d'ici, tout autour d'eux serait détruit. Les gens aux alentours commencèrent à s'indigner et à traiter le Seigneur des démons de salaud de crapules et de monstre. L'un d'eux cria qu'ils pouvaient le vaincre. En réponse, le Seigneur des démons leur demanda de ne pas se mêler de ce qui ne les regardait pas, et les réduisit en cendres. Le héros hurla de fureur « Ça suffit, comment oses-tu » et frappa la main. Le Seigneur des démons le projeta au loin dans la plaine une force destructrice qui anéantit le mal. Avec ce coup précis, leurs âmes se fendirent en deux, et il craint qu'elles ne puissent jamais s'en remettre. Il est évident que ce héros a été créé dans le seul but de détruire le Seigneur des démons. À ce moment, son armée lança l'assaut sur la forteresse. Il peut leur confier sans problème, la conquête de la forteresse, le reste ne dépend que de lui. Il va tenter de défier son destin et d'affronter le héros. Une pluie d'épées vola vers Reed. Le héros, en voyant cela, fut déconcerté et la peur l'envahit. Il brandit son épée et détourna l'attaque du Seigneur des démons. Aussitôt, notre protagoniste lança une autre offensive, mais Reed parvint à la dévier, une nouvelle fois. Le héros lui demanda alors pourquoi il faisait ça. Il essayait de gagner du temps en parlant pour comprendre pourquoi le Seigneur des démons avait organisé un tel massacre. Le protagoniste répondit qu'il était le Seigneur des démons. Reed lui dit qu'à cause de lui, énormément de gens étaient morts et qu'il avait perdu sa famille. Sa sœur s'était transformée en goule et il l'avait perdue à jamais. Avant qu'il ne puisse finir de parler, le Seigneur des démons dit « Je vois ». Ses actions provoquèrent une souffrance incalculable et l'armée des morts continua d'attaquer, les gens sans défense. Lui-même, en personne, a anéanti quelqu'un avec sa magie et il est pleinement conscient du péché qu'il a chargé sur son âme. Reed baissa la tête et se mit à rire avant de dire qu'il n'avait aucune conscience tel un véritable seigneur des démons. Puis il releva la tête et fixa notre protagoniste, proclamant qu'il était le héros Reed Evans et qu'il allait l'anéantir, conformément à son destin. Reed, l'air belliqueux et prêt au combat, pointa son épée vers le protagoniste. Le protagoniste, en le voyant, se reconnut dans ce jeune homme car il avait exactement le même regard que lui dans sa jeunesse. Le protagoniste, également armé d'une épée, adopta une posture de combat. Reed, sans réfléchir à deux fois, se lança à l'attaque, s'approchant rapidement du Seigneur des démons. Le protagoniste brandit son épée et le héros, incapable de tenir sur ses jambes, fut projeté sur le côté. Reed, furieux, hurla qu'il le mettait hors de lui et s'élança pour attaquer à nouveau. Mais le Seigneur des démons para de nouveau le coup. Leurs épées se croisèrent et Reed resta là incapable de contenir sa rage. Le Seigneur des démons utilisa la magie pour lui envoyer une pluie d'épées. Mais Reed, sans perdre son sang-froid, les dévia toutes. Sa vitesse de réaction augmentait à chaque seconde comme si ce jeune homme améliorait ses compétences sous ses propres yeux. Un justicier doté d'un pouvoir miraculeux et incompréhensible qui surmontait toutes les adversités et triomphait du mal. Un véritable héros. Le protagoniste se souvint que Claire était pareil. Le protagoniste lui infligea une blessure et l'œil de Reed se mit à saigner. Le protagoniste demanda « Ça fait peur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de quoi avoir. Honte. C'est un sentiment que tout le monde connaît. » Le protagoniste, tenant son épée face à lui, poursuivit le duel.
L'habileté de Reed à l'épée s'améliorait à chaque entraînement et chaque bataille, et il en fut convaincu lorsqu'ils croisèrent le fa. Le protagoniste pointa alors son épée vers son adversaire et affirma qu'il y avait un déséquilibre de pouvoir entre eux qu'il ne pourrait pas surmonter. Le protagoniste lui exigea de se taire et l'avertit qu'il ne lui pardonnerait jamais. Reed lança un coup d'épée, mais le seigneur des démons le para une fois de plus. Puis il apparut dans son dos et dit « C'en est fini, seigneur des démons. » S'il ne prenait pas les choses en main, l'épée sacrée détruirait le seigneur actuel et les gens se retrouveraient piégés dans un cercle vicieux. Dans un monde sans seigneur des démons, les gens commenceraient à voir le protagoniste comme une nouvelle menace et il en deviendrait une. Il finirait par être assassiné ou utilisé comme une arme de destruction massive. Quoi qu'il arrive, le sang coulerait à flot et il tomberait sous les coups des siens. Cependant, un tel avenir ne devait pas se produire. Leurs lames s'entrecroisèrent à nouveau et le seigneur des démons le transperça le projetant sur le côté. Le héros tomba à genoux ensanglanté. L'actuel seigneur des démons ne peut pas mourir. La fable du bien qui triomphe du mal est désormais dépassée, et une fois de plus, il lança une multitude d'épées sur le héros. Lui, le seigneur des démons, allait lui montrer ce qu'était le véritable désespoir. Pendant des siècles, on a cru que le bien triomphe toujours du mal. Cependant, ce monde est plein de surprises. Un jour, un sage exécuté se réincarne en roi des morts vivants et déclenche une nouvelle guerre. Reed, ayant repris des forces, saisit son épée et hurla en direction du roi démon. Le protagoniste se tourna vers lui surpris et demanda « Comment as-tu pu te relever ?» Le héros lança une attaque, mais le seigneur des démons la repoussa. Ensuite, il projeta Reed en arrière et utilisa sa magie pour lui lancer une multitude de lames. Cette fois, Reed ne put toutes les parer. Le seigneur des démons s'approcha de lui et déclara que tout était fini. La bataille était terminée, mais Reed, rassemblant ses dernières forces, dit que ce n'était pas encore fini. S'il mourait maintenant, le monde connaîtrait la paix, le seigneur des démons. L'interrompit et dit que c'était de pure sottise. Claire Barton et Dwight Garvolt, as-tu déjà entendu ces noms? Le héros répondit qu'il y a environ 10 ans, ils avaient tué le roi démon de l'époque et sauvé le monde. Cependant, ils ont ensuite tenté de s'emparer de son pouvoir et ont été exécutés. Ce sont des héros déchus qui ont sacrifié leur vie pour sauver le monde. Reed demanda au seigneur des démons pourquoi il lui posait cette question. Il répondit qu'il essayait de détruire les idéaux auxquels le héros croyait. Tuer le roi démon semblait être le moyen parfait d'apporter la paix sur Terre, mais le plan n'a pas fonctionné. Le héros demanda ce qu'il voulait dire. Il répondit que leur tentative avait échoué. Il se souvient encore de la douleur à son œil et à sa poitrine. Bien qu'elle ne soit plus là, il ajouta que ce monde est si cruel et si rempli de désespoir que les idéaux du héros lui importent peu. Même si Reed parvenait à vaincre ses morts vivants sur ce champ de bataille, il a déjà goûté à l'amertume du désespoir. N'est-ce pas? Il comprenait la signification des paroles du protagoniste. Bientôt sa vie quitterait ce monde. Cependant, le héros hériterait de son désir d'apporter la paix sur Terre. Même si ce n'était pas l'objectif principal du héros, Reed ne comprenait pas entièrement de quoi le protagoniste parlait. Lui, il comprenait pourquoi il avait reçu ce pouvoir et qu'il n'en abuserait pas comme les héros du passé. Il avait besoin de ce pouvoir pour le bien du monde et de tous ses habitants. Soudain, le héros se tut. Le protagoniste s'approchant de lui pensa qu'il était enfin mort. Il tendit la main vers la tête du héros, mais celui-ci l'attrapa et hurla qu'il ne se rendrait jamais, saisissant l'épée dans sa main. Il tenta d'attaquer le protagoniste, mais sa tentative échoua. Cette fois, le protagoniste en finit avec lui pour de bon. C'est alors que le héros se souvint de ce que sa sœur lui avait dit. Elle s'inquiétait que si c'était vraiment le roi démon, il devrait se battre contre lui. Son petit frère était devenu un héros et avait tout fait pour qu'elle ne se moque pas de sa faiblesse. Le héros qui avait brisé sa promesse demanda pardon. Le protagoniste s'approchant regarda l'épée et, à ce moment-là, l'épée commença à se dissiper dans l'air. Le héros, jetant un dernier regard au protagoniste, rendit son dernier soupir et mourut finalement. Pendant ce temps, le royaume fut conquis par ses subordonnés. Henry s'approcha de Grom et lui demanda comment ça se passait. Grom répondit que les Archers avaient déjà terminé leur tâche, puis il lui demanda pourquoi. Henry était couvert de sang. Henry expliqua que ce n'était pas le sien. Grom mentionna que le seigneur des démons avait pris du retard et Henry demanda si le héros l'avait tué. Grom se mit à lui hurler dessus furieux et dit « C'est quoi cette blague? Quoi qu'on en dise, c'est impossible. » À ce moment-là, le protagoniste apparut et s'avança vers eux. Grom s'exclama « Seigneur » et demanda s'il avait la moindre blessure sur son précieux corps. Le protagoniste répondit qu'il n'y avait aucune blessure grave. Il allait bien. Grom souligna que le plus important pour lui était qu'il soit sain et sauf. Henry se gratta la tête perplexe. Il exprima son désir de se mesurer au héros et demanda « Il était très fort. »
Le protagoniste confirma que oui, le héros était un homme puissant digne de ce titre. Henry admit qu'il l'enviait. À cet instant, Luciana apparut et se jeta sur le protagoniste en s'exclamant « Seigneur, vous êtes incroyable! Vous avez vaincu le héros, un exploit digne du Seigneur des démons. » Le protagoniste fut surpris de la voir si heureuse. Luciana expliqua que le précédent roi démon n'avait pas réussi à vaincre le héros et avait perdu contre lui. Le protagoniste acquiesça. Luciana informa que la forteresse avait été prise jusqu'à la dernière pierre et demanda ce qu'ils devaient faire ensuite. Le protagoniste répondit que l'armée avait accompli sa mission et qu'il devait faire demi-tour et partir au plus vite. Le royaume tout entier fut détruit et il ne resta aucun survivant. Reed faisait de son mieux pour assumer la responsabilité du héros et restaurer la justice. Le monde, sans aucun doute, espérait la victoire de ce jeune homme qui cherchait sincèrement la paix. Notre protagoniste a surpassé le destin de la destruction. Le protagoniste debout et regardant le ciel étoilé se tourna vers l'héroïne. Il lui avoue qu'en tant que roi démon, il a été capable de tuer le héros. Ses actions sont contraires au cours du temps. Cependant, il continue de suivre le chemin qu'il a choisi pour que la paix mondiale puisse s'épanouir. Il est prêt à faire n'importe quel sacrifice. Pendant ce temps, dans la forêt, l'équipe d'Ashley a été attaquée. Olivia supplie le Seigneur d'arrêter ses atrocités s'il ne méprise pas les humains. Retourne dans leur royaume. Le protagoniste s'est battu avec l'un de ses subordonnés et leur a dit de se calmer car leur soif de sang était visible à l'œil nu. Mais ils agissaient de concert et s'ils ne dépendaient que de l'armée des morts vivants, ils seraient déchiquetés comme de vulgaires chiffons. Ils sont son soutien et il espère qu'en s'entraînant séparément, ils deviendront encore plus forts. Et c'est ainsi que tout s'est terminé. Le héros est mort et le royaume tout entier est devenu le territoire du roi démon disparaissant de la surface de la Terre. Cette nouvelle s'est répandue instantanément dans le monde entier et a probablement provoqué de vifs débats dans tous les pays. Certains d'entre eux formeront sûrement des alliances pour s'opposer au roi démon. Mais cela n'a aucune importance. Ils prévoient de porter un coup dévastateur aux pays qui montent les autres les uns contre les autres et ne poursuivent que leurs propres intérêts. Luciana a remis le rapport au protagoniste. Le protagoniste l'a pris, l'a lu, puis a dit que c'était bien ce qu'il pensait, et a demandé « Est-ce que c'est ce pays ?» Luciana a répondu que l'espion avait pu trouver des preuves irréfutables. Il a identifié le principal coupable qui a fourni un soutien militaire à un petit pays et a déclenché une guerre avec l'armée du roi démon. L'Empire est une puissance redoutable qui s'est développée en absorbant les pays voisins. En termes de puissance militaire, il se situe au même niveau que les domaines de l'actuel roi démon. Son trait distinctif est l'arrogance et la discrimination et il est connu pour sa forte mésentente avec les autres nations. Le roi démon a affirmé qu'il les attaquerait dès que tous les préparatifs seraient terminés. À cet instant, Grom est arrivé en courant et a crié « Seigneur !» Le protagoniste demande « Que se passe-t-il » Grom a répondu qu'un certain groupe de personnes traversait le territoire du roi démon. Le protagoniste a porté la main à son menton et a demandé « Un certain groupe de personnes, hein ?» En y réfléchissant, ça pourrait être des espions d'autres pays. Il a alors demandé combien ils étaient. Grom a répondu qu'ils étaient une trentaine. Le protagoniste a dit 30, hein, c'est un grand nombre pour des individus, mais pas assez pour une armée, et si c'était des espions, ils seraient venus en plus petits groupes. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Il a ensuite demandé à Grom s'il avait découvert de qui il s'agissait. Grom a répondu « Oui ». Soudain, le protagoniste est apparu devant. Les elfes qui se sont exclamés surpris « Quoi, c'est impossible ». Il a supposé qu'il s'agissait probablement d'un groupe d'elfes qui vivaient dans la forêt de l'Arbre-Monde. Le protagoniste s'est posté devant eux tandis que les archers le mettaient en joue. Il leur a dit d'attendre, car il n'avait aucune intention de se battre contre eux. Ces créatures, les semi-humains, les elfes, à l'exception de quelques rares cas, étaient en conflit avec les humains. Le protagoniste a pensé que c'était dommage d'être apparu devant eux, de manière si soudaine. Il a ensuite demandé qui parlerait en leur nom. Il voulait négocier et c'est alors qu'Olivia s'est avancée, écartant les archers. Elle a dit qu'elle était la vice-doyenne et qu'elle représentait ce groupe. Son nom était Olivia. Elle a demandé « Squelette d'un noir de jet, es-tu le roi démon immortel? » Tous sont restés paralysés de terreur, la sueur coulant sur leur visage. Le protagoniste a demandé pourquoi ils avaient visité ces terres. Olivia a commencé à raconter qu'une armée d'humains avait envahi la forêt de l'Arbre-Monde, la mettant en danger. Elle l'a supplié de les aider. Une dizaine de jours plus tôt, une armée d'humains est arrivée dans leur forêt et leur a exigé de livrer les arbres du monde. Les elfes ont refusé. Pour eux, la richesse de la forêt est sacrée et ils ne peuvent pas simplement la donner à n'importe qui. Mais quelques jours plus tard, une armée d'humains a commencé à abattre la forêt à leur insu. Ils ont immédiatement commencé à repousser leur attaque, mais ils n'ont pas été en mesure de leur opposer une résistance digne de ce nom.
Ils se sont retrouvés dans une situation déplorable. Le roi démon a demandé « Vous êtes donc venu implorer l'aide de l'actuel roi démon ?» Olivia a répondu que oui et qu'ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles le roi démon méprisait particulièrement les humains. Ils ont pensé que si c'était vrai, alors ils devraient aider les elfes semi-humains. Le protagoniste s'est dit qu'en effet, il n'avait fait qu'exterminer des humains jusqu'à présent et que c'était pour cela que de telles rumeurs s'étaient répandues. Il a demandé quel pays les avait attaqués. Olivia a répondu avec assurance « l'Empire ». Elle avait vu l'image sur la bannière et il n'y avait aucun doute. Le protagoniste s'est aussi dit « L'Empire, ce pays, a toujours discriminé les non-humains, mais à ce point, quel est leur objectif? » Les arbres de la forêt de l'Arbre-Monde recèlent un puissant pouvoir spirituel, une arme qui peut devenir un point faible pour ces morts vivants. En d'autres termes, c'est une contre-mesure face au roi démon. Pendant ce temps, dans la forêt elle-même, l'homme riait en parlant de ce qui était arrivé à ce bel endroit. La plupart des arbres avaient été abattus et les elfes soumis, en serviteurs. Quelle tragédie! Mais ils n'ont pas d'autre choix. C'est le seul moyen pour que les autres nations leur donnent leur bénédiction. Une grande justice exige de grands sacrifices, mais qu'ils soient rassurés car ces sacrifices ne seront pas vains. Ils anéantiront le Seigneur démon sans aucun doute. Le protagoniste s'est dit que s'il avait tant besoin de ressources, il pourrait en faire la demande officielle. À l'Alliance, mais il ne pense qu'à eux. Il n'hésite pas une seconde à enfreindre les lois et à envahir la forêt. Pendant combien de temps encore allait-il piétiner ses idéaux? Olivia et sa suite s'agenouillèrent devant le Seigneur démon. Elle lui dit qu'il comprenait le risque que représentait le fait de lui faire confiance, mais elle le supplia de sauver les elfes. Le Seigneur démon répondit que il rejetait sa demande. Olivia leva les yeux, le visage envahi par l'horreur. Aussitôt, il ajouta que jusqu'à présent, il n'avait fait qu'anéantir des humains et que tout cela n'était que la conséquence des circonstances. Il n'avait aucune envie d'aider les semi-humains. Olivia fondit en larmes en proie au désespoir. Dans sa vie antérieure, il leur aurait tendu la main sans la moindre hésitation, mais maintenant, il ne pouvait pas se le permettre. Si le Seigneur démon était perçu comme prenant parti pour les semi-humains, cela pourrait déclencher une guerre entre les humains et les semi-humains. Il ne pouvait consentir à ce qu'une telle chose arrive. S'il commençait à soutenir un camp ou l'autre, toute l'image qu'il avait si soigneusement bâtie s'effondrerait. Il ne pouvait pas devenir un seigneur démon qui sauve la vie des autres. Son intention était de régner jusqu'à la fin en leur arrachant de la vie. Alors il s'approcha d'Olivia et lui dit qu'il ne leur restait qu'un seul moyen de résister à l'Empire. Olivia en larmes clama qu'ils étaient prêts à tout pour que leur peuple survive. Le protagoniste étendant les bras prononça la soumission. Il proposa aux elfes de reconnaître son autorité sur eux, et alors il serait en mesure de repousser l'attaque de l'Empire. Il n'avait aucune intention d'aider les elfes, lui. Il désirait ardemment combattre l'Empire, cherchant à venger ses propres souffrances. Olivia demanda « Et qu'en est-il des elfes ?» Il répondit que peu lui importait que l'Empire prévoit d'exterminer les elfes. Sa proposition n'était qu'une mascarade, s'il faisait des elfes. Ses serviteurs et qu'il les sauvait, on aurait l'impression qu'il les aidait, non pas parce qu'ils étaient des semi-humains, mais bien parce qu'ils étaient ses subordonnés. Olivia demanda si son peuple serait sauvé s'il acceptait ces conditions. Il leur assura qu'il pouvait être tranquille car il mettrait lui-même fin à l'armée impériale et transformerait des dizaines de milliers de soldats en montagne, de cadavres. Cependant, il fallait prendre en compte la façon dont le monde percevrait cette nouvelle. Olivia demanda ce qu'il voulait dire. Le protagoniste expliqua qu'en devenant les serviteurs du Seigneur démon pour l'éternité, ils seraient qualifiés de nation de scélérats de traîtres ayant choisi la voie du mal pour sauver leur précieuse vie. Et il serait presque impossible de laver un tel déshonneur. Les fiers elfes seraient-ils capables de supporter une telle humiliation? Olivia, toujours à genoux, ouvrit la bouche et le regarda stupéfaite. Puis elle ferma les yeux et serra les dents. Quelque temps plus tard, le protagoniste retourna dans son royaume. Grom vint à sa rencontre et s'exclama « Bon retour parmi nous ». Il demanda ensuite la raison de la visite de ce groupe. Le protagoniste répondit qu'il lui appartenait désormais. Aussitôt, il donna l'ordre de rassembler les troupes et de faire venir Henry. L'anéantissement de l'armée impériale allait commencer. Grom dit « À vos ordres, mon seigneur », et l'ordre sera exécuté immédiatement. Olivia s'adressa alors au protagoniste et lui annonça qu'elle souhaitait retourner dans la forêt pour rapporter ce qui s'était passé. Le protagoniste accepte de l'accompagner. La forêt des arbres du monde est une terre qui rejette les immortels. La forêt entière est imprégnée de l'énergie sacrée qu'émettent les arbres. En approchant de la forêt, notre protagoniste regarda sa main et sentit une légère douleur. Il se trouvait juste à l'orée de la forêt. Jusqu'à cet instant précis, il ne s'était pas rendu compte qu'il lui restait encore
Une ultime faiblesse dont il était impossible de se débarrasser. Un homme debout dans les fourrés les observait. Serait-il capable d'arrêter celui qui se tenait en face de lui, le seigneur des démons? Le protagoniste se souvint de la première fois où il avait mis les pieds à cet endroit. On lui avait demandé « La forêt des arbres du monde ». Il répondit que cette forêt regorgeait du pouvoir des esprits et que s'il pouvait l'emprunter, ce serait une merveille. Mais on l'interrompit, décrétant que c'était inacceptable. Dans leur monde, il existe des terres qui ne doivent pas être profanées et la forêt des arbres du monde en fait partie. Une autre opération de l'armée de Lucien s'était soldée par une défaite. Si cela continuait, ils ne seraient pas capables de protéger leur peuple. C'était une impasse et l'opération entière devait être repensée de A à Z. Logan pensait qu'il n'y aurait aucun mal à utiliser le pouvoir de la forêt. Mobiliser les elfes ne serait pas non plus une mauvaise idée, qu'ils sentent dans leur propre chair à quel point c'est difficile pour eux. Le protagoniste fit remarquer que Logan n'avait pas un très bon sens de l'humour, ce à quoi Logan répondit qu'il ne plaisantait pas. Il était vraiment d'abou. Le protagoniste dit que Logan, comme d'habitude, avait raison. L'héroïne était totalement contre cette idée. Logan lui demanda s'il serait capable de s'opposer à la femme qu'il aimait. Ce à quoi le protagoniste répondit « Non, elle voit généralement la racine du problème. Mais puisque j'ai décidé de me battre à ses côtés pour restaurer la paix, je ne vais pas faire les choses à moitié. » Logan s'approcha du héros et lui dit qu'il n'avait rien contre lui personnellement, mais qu'il portait un fardeau bien trop lourd sur ses épaules. Il lui avait demandé de faire confiance à ses amis au moins de temps en temps. Le héros avait répondu qu'il comprenait et l'avait remercié. C'est là que ses souvenirs s'arrêtaient. Et maintenant, Logan se tenait debout, juste en face de lui. Le protagoniste se dit qu'il était très peu probable que ses yeux le trompent. De son vivant, il avait été l'un de ses rares amis. Il en avait eu assez de son village natal et avait donc déménagé en ville. Alors pourquoi était-il ici? Logan demanda ce que tout cela signifiait. Notre protagoniste était dans la ligne de mire des archers. Ils étaient nombreux postés dans les arbres le tenant dans leur viseur. Le protagoniste s'en rendit compte et se dit qu'ils avaient réagi avec une rapidité stupéfiante. Il les avait détectés grâce à un sort de reconnaissance. Olivia lui cria de s'arrêter. Apparemment, eux aussi avaient reçu un ordre de quelqu'un capable d'ignorer les paroles de l'ancien. Logan lui demanda s'il était le roi des morts vivants. Le protagoniste répondit que c'était bien le cas et qu'il lui expliquerait ce qui était en train de se passer. Pour le moment, il ne valait mieux pas révéler son identité. Et oui, pour l'instant, il est simplement le roi des démons.